Bonsoir, bienvenue à tous ce soir pour la première conférence de l'auditorium de Géant Débat de cette année. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir ce soir Madame Najat Vallaud-Belkacem pour cette conférence sur le thème de l'égalité des droits et des chances, qui sera animée par Baptiste et Daouya, avant que vous puissiez poser vos questions. Je tiens à remercier nos partenaires pour cette conférence, Grenoble École de Management, le Journal des Grandes Écoles et la Société Générale. Je vais donc maintenant laisser la place à Adil Emmanuel pour le traditionnel billet d'humeur de Géant Débat pour introduire la conférence. Merci à tous et bonne conférence. Bonsoir Madame Vallaud-Belkacem, bonsoir à tous. Vous naissez le 4 octobre 1977 à Bénichkir, au Maroc, pays dans lequel vous passez les premières années de votre vie, dans la région berbère du Rif. C'est en 1982, très jeune encore, que vous rejoignez la France dans le cadre d'un regroupement familial. Ah, le regroupement familial. On touche un premier point sensible. Pour certains, c'est même la fin annoncée de la culture française, ainsi que la cause de tous nos problèmes. Des idées de plus en plus répandues, si bien qu'un sondage affirme qu'une large majorité des Français se dit favorable à sa suppression. Un sondage exclusif parlant valeur actuelle. Étonnamment. Valeurs actuelles, c'est ce même média qui vous qualifiera plus tard dans un article de naufrageuse de l'école. Naufrageuse de l'école. Mais en fait, plutôt rassurant pour vous quand dans ce même article, je cite, il est dit « Le projet de réforme présenté par Najat Vallaud-Belkacem est pétri d'idéologie. Il fait table rase de la France en occultant son histoire. Indignez-vous. » Fin de citation. Pour un média qui peut se targuer d'obtenir des interviews du président, on a déjà vu plus digne, nous direz-vous. Enfin bon, reprenons. En 1982, vous arrivez donc en France. D'abord à Ville, puis à Amiens. Vous étudiez le droit, obtenant une licence, puis intégrez Sciences Po Paris, ce formidable ascenseur social. Un tremplin vers une carrière politique qui commencera entre autres par votre entrée au Parti Socialiste en 2002, et plus précisément le 21 avril 2002, jour de la défaite surprise de Lionel Jospin au premier tour d'élection présidentielle. Intéressant. Une époque assez difficile pour le PS, mais une époque où ce même parti était quand même encore capable d'atteindre un score de plus de 6%. 6%, me direz-vous, c'est quand même un peu plus que le taux d'imposition de Patrick Balkany durant les 40 dernières années. Pas assez, nous direz-vous, la justice aussi. C'est quand même au sein de ce parti, encore vivant, que vous faites votre petit bonhomme de chemin. D'abord élu au conseil régional, en Rhône-Alpes, ensuite à la mairie de Lyon, et en 2007, vous êtes porte-parole de Ségolène Royal, qu'on recevra d'ailleurs le 19 novembre, notez dans vos agendas si vous voulez. Et vous faites un peu sa première partie, si on peut dire. En tout cas, vous avez été sa porte-parole, et vous le serez également pendant la campagne présidentielle, cette fois-ci de François Hollande. Ah, François Hollande. 2012, une époque. Incroyable. La deuxième fois sous la 5ème République qu'un président de gauche est élu. Un vent d'espoir nouveau souffle sur le pays. Car la première fois, c'était Maastricht, l'abolition de la peine de mort, la fête de la musique. C'est bon. Mais cette fois-ci, ça a plutôt été d'échange de nationalité, percée durable du Front National, une loi de travail qui n'a convaincu personne. Bon, c'était également Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux, un président ne devrait pas dire ça, le scooter et les pains au chocolat. Bon, avant quand même, il y avait aussi la fille cachée de Mitterrand, François de Grossourd, le Rainbow Warrior. Mais en fait, même quand on compare les papures, c'est pas vraiment du même calibre. D'un côté, roman d'espionnage. De l'autre, plutôt les ch'tis à Mykonos. Mais bon, parlons de votre passage au gouvernement, que vous intégrez d'abord en tant que ministre des droits des femmes. Dès votre nomination, vous vous impliquez dans la lutte contre les inégalités salariales. Vous rendez par exemple obligatoire par un décret de 2012 l'adoption d'un accord. Vous renforcez également les contrôles pour rendre effectives les sanctions aux entreprises. 4 mois après ce décret, vous annoncez les premières sanctions. Continuons. Avril 2014, premier remaniement, vous restez ministre des droits des femmes, mais on décide de vous refourguer la ville, la jeunesse, les sports. Ministère pour tout. D'accord.
Août 2014, nouveau remaniement, vous êtes nommé ministre de l'Éducation. Déjà un peu mieux pour CV. Et c'est d'ailleurs à ce poste qu'on se souvient le plus de vous. De nombreuses réformes, collèges, évaluations, programmes. Mais bien sûr, le débat se cristallise au moment où vous évoquez l'enseignement de l'arabe, non plus en tant que langue et culture d'origine, mais en tant que langue étrangère vivante. Et là, tout de suite, sur fond de fake news et de racisme, valeurs actuelles et autres Éric Ciotti se déchaînent. Dérive communautariste, fin de la cohésion sociale, catéchisme islamique. Catéchisme islamique. Malgré la bassesse du débat, on a quand même plus ou moins tous été touchés par celui-ci, d'une façon ou d'une autre. Par exemple, pour ma part, venant d'une famille algérienne, l'arabe c'est un peu forcément ma deuxième langue. Moi, je viens de Marseille, donc... Mais on arrive maintenant à la fin du mandat présidentiel. François Hollande prend la décision historique, pour certains courageuse, et pour beaucoup inespérée, de ne pas briguer un second mandat. Décision historique ou simple aveu d'échec. L'histoire jugera, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup ici qui en ont plus. Pour en revenir à vous, suite à votre échec la même année aux élections législatives de 2017, donc, vous décidez de mettre un terme à votre vie en politique, enfin du moins de vous retirer de la vie politique. Et cette décision, qui marque encore jusqu'à aujourd'hui la fin de cette carrière politique, advient à l'âge de 39 ans, assez jeune donc. Pourtant, certains vous imaginez même à la tête du PES, mais on peut raisonnablement penser qu'après avoir pesé le pour et le contre de ce challenge, vous ayez décidé de laisser un livre. Challenge qui, soit dit en passant, ressemble davantage à celui d'un médecin en unité soins palliatifs qu'à celui d'un chef de parti. À la surprise générale, il décide d'intégrer Ipsos afin de ne plus souffrir, je vous cite, de la vacuité du débat public. Il est dur de vous contredire sur ce point-là. Vous réalisez donc enfin qu'il est bien plus aisé de manipuler que de subir les différents sondages et enquêtes d'opinion. En tout cas, votre carrière en politique en aura marqué plus d'un, en bien, en mal, parfois les deux. Il faut également dire qu'il est courageux, difficile d'être une femme en politique, d'être une femme maghrébine en politique, et ce, encore aujourd'hui. C'est aussi pour cela que vous êtes à même d'aborder avec nous aujourd'hui un thème difficile. La France, l'égalité des droits, des chances et liberté pour tous, point d'interrogation. Nous vous en remercions donc et laissons la parole à Daouya Chalali, Baptiste Malin et surtout à vous, Madame Vallaud-Belkacem. Merci à tous. Bonjour, Najat Vallaud-Belkacem. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous à GEM. Nous avons choisi, donc, comme Adil l'a dit, le thème La France, égalité des chances, des droits et liberté pour tous, pour l'interrogation. Mais avant d'aborder ce thème, j'aimerais vous poser une première question. Vous qui avez été au cœur de l'État pendant le mandat de François Hollande, qu'est-ce que la France pour vous? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci pour l'invitation et puis merci pour ce portrait quasi 100% élogieux que vous avez dressé de moi. J'ai hâte d'entendre celui au sujet de Ségolène Royal, du coup je vous passe la vidéo. Alors qu'est-ce que la France pour moi? Du coup, comme on ne peut pas tout dire et disserter pendant des heures, je retiendrai une chose, c'est les lumières qui ont donné l'esprit critique. Je pense que en fait, notre plus grande force en France, qu'il faut le plus défendre, c'est cet esprit critique qui en fait n'est pas une valeur si répandue que ça dans le monde. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels, par exemple, puisqu'on parle de programme scolaire, on n'étudie pas la philosophie. Et donc, dans le monde qui nous attend, face aux défis qui sont les nôtres pour demain, et notamment toutes les questions qu'on évoquait à part tout à l'heure d'intelligence artificielle, de manipulation de données, ou même de radicalisation, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure à travers la déchéance des nationalités. Donc toutes ces manipulations, pour pouvoir y résister, les citoyens ont besoin d'esprit critique. Et je pense que la France, c'est ça. Alors cet esprit critique, on l'a souvent cultivé, notamment dans les années 80. Ces années ont été marquées par de nombreuses décisions. C'était l'instauration des zones d'éducation prioritaires,
puisqu'on a constaté vraiment un terreau d'inégalité en France. Vous avez réformé ces zones d'éducation prioritaire pour en faire un réseau d'éducation prioritaire, et pourtant, grande surprise, le classement PISA de 2015 nous classe 27e sur 72 dans l'OCDE, ce qui est quand même plutôt difficile quand on est le pays des Lumières et de la critique. Mais comment est-ce que vous expliquez que malgré toutes ces initiatives depuis les années 80, on n'arrive toujours pas à résorber ces inégalités-là? Et vous qui avez été au cœur du pouvoir, donc en tant que ministre de l'Éducation nationale, quelles solutions pour vous ont été efficaces ou inefficaces? D'abord, les mauvais résultats du classement PISA, il faut en effet les regarder de près. Et ce qu'ils nous disent, c'est que, en fait, notre système scolaire en France, on a quand même de la chance de l'avoir. Quand on compare à beaucoup de pays, on a un bon système scolaire. Il faut commencer par là. Mais son défaut principal, et auquel il faut absolument s'attaquer parce que sinon il risque de miner ses résultats globaux, c'est l'inégalité de réussite parmi les élèves. Et ça déjà, ce constat-là que je suis en train de résumer, il ne fait pas l'unanimité parmi les hommes et les femmes politiques. Comprenez bien cela. C'est-à-dire que quand un ministre, en l'occurrence une ministre, en l'occurrence moi, de l'éducation, eh ben, se prend de se saisir à bras-le-corps de cette priorité-là et de dire bah, ça doit être notre urgence absolue que de remédier à ces inégalités gravées dans l'humain quasi dès l'âge de 6 ans, eh bien, vous avez quand même dans le paysage politique tout plein d'oppositions, de détracteurs qui vous disent mais pas du tout, c'est pas le sujet, comment ça, vous voudriez faire réussir tous les élèves, mais ça veut dire que vous voulez nivler par le bas, parce que si vous faites réussir tous les élèves, ça veut dire que vous ne vous concentrez pas sur la crème de la crème des élèves, l'élite, etc. Donc en fait, c'est tout l'objet des débats, des polémiques et parfois des combats assez durs que j'ai dû mener quand j'étais ministre de l'Éducation. Mais si on en revient, et si vous êtes avec moi, je l'espère, convaincus que une société saine, entre guillemets, c'est une société qui veille à ce que chaque enfant, quelles que soient ses conditions de naissance, de famille, ses conditions sociales, puisse avoir une opportunité de réussir, eh bien, il faut y mettre les moyens. Mettre les moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'éducation prioritaire que vous avez évoquée, mais comprenez une chose que les médias oublient systématiquement à chaque fois qu'ils parlent d'éducation prioritaire, c'est impressionnant. C'est que 70% des familles défavorisées, pour aller vite, ont leurs enfants qui ne sont pas en éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est une petite goutte du système, c'est pas le système. Donc c'est bien de faire des choses pour l'éducation prioritaire, y compris par exemple si on prend ce gouvernement, c'est bien de dédoubler les classes de CP et de CE1, puisque c'est quelque chose qu'on met très souvent en avant, mais comprenez que ça concerne un tout petit nombre d'élèves. Et donc sur l'éducation prioritaire, il faut continuer à donner plus de moyens, parce que c'est là que se concentrent plus les difficultés, etc. Mais il faut penser une révolution du système scolaire dans son ensemble, pour toucher vraiment tous les enfants qui en ont besoin. Et le système scolaire dans son ensemble, quand on regarde la façon dont il fonctionne, eh bien encore aujourd'hui, être scolarisé dans une école de centre-ville, ou dans une école rurale, ou dans une école de banlieue, c'est pas la même chose. On a très peu de valorisation des professeurs qui vont dans les endroits les plus difficiles pour enseigner. Il y a un absentéisme plus fort, il y a peu de mixité sociale au sein des établissements scolaires, ce qui fait que finalement quand des enfants, quand je dis enfants c'est ensuite collégiens, lycéens, mais c'est surtout d'ailleurs collégiens, quand des élèves se retrouvent dans des établissements scolaires un peu en difficulté, bah, ils se retrouvent entourés d'élèves qui leur ressemblent, avec les mêmes difficultés sociales, avec des parents qui sont aussi au chômage, donc finalement très peu d'émulation, très peu de capacité à se projeter dans autre chose. Comment peut-on rêver de devenir médecin ou avocat si on n'a aucun adulte dans son entourage qui est médecin ou avocat? Donc l'absence de mixité sociale au sein des établissements scolaires est un cruel problème et il faut y remédier. Et ce n'est pas des sujets faciles parce que, évidemment, bah, y a toujours le choix des familles qui, malgré tout, par crainte, par volonté de protéger leur enfant, vont préférer le mettre un petit peu dans un ensemble social plus homogène, etc., etc. Mais la responsabilité des pouvoirs publics, c'est pas de brosser l'opinion dans le sens du poil et de lui dire oh, ouais, vous avez raison, faites comme vous pensez, de façon très individualiste, chacun chez soi et chacun essaie de se préserver. La responsabilité des pouvoirs publics, c'est de dire
Mais non, mais d'abord, c'est important de faire de la mixité sociale. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de mettre votre enfant plutôt dans cet établissement? C'est que vous le trouvez pas assez sécurisant, c'est que vous trouvez que la réussite n'y est pas assez forte. Et bien, on va mettre des moyens à fond pour le rendre plus sécurisé et pour faire en sorte que la réussite soit au rendez-vous. C'est ça ce que doit faire le pouvoir public. Or, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur les sujets d'école, sur les sujets d'éducation, notre débat public est lamentable, lamentable. Vraiment, je suis impressionnée par ça. Les gens qui travaillent sur l'éducation, qui sont des chercheurs de l'éducation, ce qu'on appelle les sciences de l'éducation, il y en a parmi nous ce soir, sont totalement occultés des débats publics. Ils n'ont jamais la voix au chapitre, alors qu'ils pourraient vous dire quelles sont les mesures efficaces, etc. Et donc, du coup, c'est que des polémiques et des banalités ressassées, répétées, qui ne font pas avancer le chemin public. Donc, c'est ça le vrai problème de notre système, qu'on pourrait résoudre avec beaucoup de volontarisme politique, mais il faudrait que un peu l'ensemble de la classe politique s'y mette. Du coup, quelles solutions vous avez mis en place et vous avez constaté plutôt efficaces, et d'autres qui ont moins bien marché? D'abord, puisque vous avez évoqué l'éducation prioritaire, c'est clair que sur l'éducation prioritaire, il fallait, comme on l'a fait, à la fois mieux rémunérer les enseignants qui vont travailler là-bas, parce que du coup, je veux dire, l'énergie, le temps qui est consacré aux élèves en difficulté dans ces établissements est supérieur à d'autres établissements plus faciles, entre guillemets. Donc ça, c'était une des mesures qu'on a adoptées. Qu'il fallait augmenter le nombre d'adultes dans ces établissements, parce que c'est là qu'on a particulièrement besoin d'avoir plus de CPE, enfin, tous ces adultes au-delà des enseignants qui entourent les enfants. Qu'il fallait également évaluer les résultats qui sont produits par les réformes qu'on mettait en place là-bas pour pouvoir au bout de 3 ans se dire « attention, là on est parti sur un mauvais chemin, la réussite n'est toujours pas au rendez-vous, donc il faut repenser les choses, etc. » Donc ça, c'était l'éducation prioritaire. Je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais ensuite, sur chacun des points que j'ai évoqués, par exemple la mixité sociale dans le collège, j'avais mené précisément une réforme sur ce sujet où on partait dans chaque territoire, parce que ce que j'avais dit, c'est en fait il faut arrêter de vouloir appliquer les mêmes règles à des territoires très différents. C'est pas la même chose quand on est en centre-ville que quand on est en zone rurale, que quand on est à Paris, que quand on est dans le Cantal. Donc du coup, en fait, territoire par territoire, il faut inventer des mécanismes. Par exemple, la carte scolaire à Paris, elle pouvait être revue en suivant la ligne du bus, puisque finalement, des collégiens peuvent prendre des bus, donc on peut imaginer une carte scolaire un peu redessinée pour assurer plus de mixité. On pouvait, 2 collèges côte à côte, et dont l'un était clairement ghettoisé et l'autre moins, on pouvait faire en sorte de mélanger davantage les publics en faisant suivre une année de scolarité dans un collège puis une année de scolarité dans l'autre. Enfin, il y a plein de choses très innovantes qui avaient été imaginées et qui devaient, pour que ça marche, être suivies d'une impulsion politique, parce que sur place, les personnels, ils ont vraiment besoin qu'il y ait une impulsion politique qui dise « si, il faut continuer, c'est dur, mais il faut y aller ». Là où il y a eu une impulsion territoriale, les choses produisent des résultats très bons. Ailleurs, ça a pu malheureusement s'éloigner. Et au niveau de l'éducation nationale, vous avez constaté une certaine mauvaise volonté. Qu'est-ce qui a réveillé en fait ce débat? Qu'est-ce qui réveille en fait régulièrement ce débat politique? Est-ce que c'est par exemple des classements comme celui dont on parlait tout à l'heure, le PISA? Alors moi, mon opinion sur le sujet, elle est peut-être différente de ce qui se dit souvent sur l'éducation nationale. J'ai eu la chance quand même, 3 ans de ministre de l'Éducation nationale, c'est pas rien. En fait, c'est assez long quand on compare. Enfin, c'est un ministère qui, normalement, bouge beaucoup. Et j'ai eu la chance de voir fonctionner une administration et des personnels vraiment de très grande qualité. Je ne pense pas du tout que le problème vienne des personnels de l'Éducation nationale. Je pense que le problème vient de l'extérieur. Je pense que le problème vient du fait que, globalement, sur un sujet comme l'éducation, contrairement à un sujet comme la santé, par exemple, chacun de nous dans la société se sent expert. Ah oui, j'ai été élève, et puis maintenant je suis parent d'élève, et puis en plus je suis grand-parent d'élève, etc. Et donc chacun de nous se dit, mais non, mais évidemment que je sais ce qu'il faut faire. Et c'est un combat de tous les jours que de rappeler aux gens que, en fait, non, c'est c'est une expertise comme les autres que de savoir quelles règles de pédagogie adopter, est-ce que c'est mieux d'avoir tant d'élèves par classe ou de ne pas les avoir, est-ce que c'est mieux de mélanger les niveaux ou d'avoir des classes de niveau. C'est pas chacun, il va de sa petite idée. Donc il y a un petit sujet qui est il faut réhabiliter
la place de l'expertise en matière d'éducation. Quand on parle de santé, chacun reconnaît bien volontiers que son médecin est plus calé pour dire ce qu'il faut prendre comme traitement. Et ben, en matière d'éducation, c'est la même chose avec les profs et ceux qui s'occupent d'éducation. Donc, à partir de cette espèce de perception générale et floue qu'en fait on est tous experts d'eux, et ben, a pu se développer, et ce depuis des années, si ce n'est des décennies, une espèce de débat public, mais honnêtement qui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Le débat public, quand vous allumez votre télé, votre radio et que vous voyez autour de la table des éditorialistes de journaux qui sont généralement absolument pas spécialistes d'éducation, qui sont plutôt des éditorialistes politiques, donc je vois pas comment on devient spécialiste de l'éducation du jour au lendemain sans s'y frotter au quotidien. Des polémistes naturellement, on évoque les valeurs actuelles, etc. Tout ça, et c'est ces gens-là qui vous disent autour de la table ce qu'il faut penser de telle ou telle réforme. C'est ridicule. Et c'est ça qui confond, au sens de confusion des esprits, énormément les gens, qui les conforte dans des perceptions faussées. Perceptions faussées, je vous en donne un exemple qu'on retrouve souvent dans ces débats. Ah, mais l'école d'avant, c'était bien mieux. Puis de toute façon, le niveau baisse. Bah non, en fait, le niveau baisse pas. Puis l'école d'avant, c'était pas mieux, parce que l'école d'avant, celle à laquelle on se réfère généralement, c'est celle des années 50, 60, etc. L'école d'avant, bah, peut-être que la personne qui s'exprime ainsi, qui elle-même a 60 ans ou 70 ans et qui se replonge dans ses souvenirs, la voit tout en rose, mais elle oublie juste que cette école-là, elle accueillait à peine 40% d'une classe d'âge, quoi. Elle oublie juste que les enfants d'ouvriers, ben, dans cette école d'avant, en fait, ils arrêtaient parce qu'il y avait un double système qui ne leur permettait pas d'aller au-delà du collège. Ils arrêtaient à la fin du collège. Mais ça, c'est des choses qui sont oubliées. Et donc, ces polémistes ressassent en permanence ces idées-là. Et l'idée que le niveau baisse, enfin, je sais pas, vous êtes encore jeune, vous devez avoir la vingtaine, ça veut dire que votre baccalauréat, vous l'avez passé peut-être il y a 2 ans, n'est-ce pas c'est ça, je sais pas. À 4 ans, par rapport. Ah oui, ça dépend des âges, mais globalement, il n'y a pas longtemps. Vous avez trouvé votre baccalauréat facile? Enfin, je sais pas. Quand on regarde les exigences... c'est des questions un peu posées. Bon. Après, vous me raconterez vos expériences, mais... En fait, les exigences, ce qui est attendu, les attendus des élèves, enfin, ce qui est attendu des élèves, pardon, à chaque niveau de diplôme, ont juste évolué avec une société qui évolue dans les défis auxquels elle doit se confronter. Je veux dire, aujourd'hui, on attend que vous maîtrisiez, parler tout à l'heure d'intelligence artificielle, les algorithmes ou la géopolitique, etc. On ne l'attendait pas autant dans les années 60 ou 70, ça va de soi. Donc oui, les attendus ont changé, et donc les élèves ne ressemblent plus à ceux d'il y a 50 ans. Et ça, ce serait bien d'arrêter de passer son temps à le déplorer, parce que c'est aussi la société qu'il faut voir avec les yeux d'aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure les différences et les inégalités entre les différentes zones du territoire français, que ce soit Paris, ou les campagnes, ou la banlieue. Est-ce que vous pensez que c'est au ministère de l'Éducation et plus largement à l'État de lutter contre ces inégalités qui s'appliquent justement quand les nouveaux diplômés arrivent sur le marché de l'emploi, et justement ces inégalités qui peuvent être perçues par les dirigeants lors des recrutements? Est-ce que vous pensez que c'est à l'école vraiment de résoudre ce problème? Non, c'est une très bonne question, et qui revient souvent d'ailleurs, mais il ne faut pas que cette question qui est juste, c'est-à-dire ne faisons pas peser sur les épaules de l'école tous les maux de la société, il ne faut pas que cette question qui est juste conduise à la conclusion, du coup ne demandons rien à l'école. Non. Je veux dire, l'école ne peut pas tout toute seule, mais elle peut énormément. Et honnêtement, c'est encore l'ex-ministre de l'Éducation qui vous parle, je ne connais pas d'autres lieux dans la société dans lesquels vous avez un tel impact sur les gens. Parce que, d'abord, réunir une classe d'âge tout entière, maintenant que l'armée n'existe plus, puis de toute façon l'armée c'était que pour les garçons, il n'y a pas d'autres endroits où on trouve ça. Et donc, par exemple, pour ce qui est de la transmission des valeurs, on parlait tout à l'heure de ce qu'était la France, la République, etc. Mais il n'y a pas de meilleur endroit que les écoles pour les faire vivre, naturellement. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à les faire vivre, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça que la moindre dissonance entre ces valeurs qu'on apprend aux élèves
et la réalité à laquelle ils sont confrontés quand ils sortent de l'école est un problème, parce que du coup ça crée une frustration énorme. De quoi on parle, tout ça c'est de la théorie, c'est pas la vie que je vis, moi je vis dans un quartier ségrégué, etc. Donc l'école, en fait, c'est à la fois le lieu de ce brassage de toute une classe d'âge, et puis c'est un lieu éminemment précieux pour ce qui est de l'ascension sociale. Alors vous me direz, l'ascension sociale, il y a d'autres endroits qui peuvent la fournir, par exemple l'entreprise, vous pouvez rentrer tout en bas d'échelle dans une entreprise et monter, mais enfin c'est assez exceptionnel en fait. Le savoir, les livres, la connaissance, c'est quand même surtout dans une société comme la nôtre, parce que c'est en ça aussi que le monde a changé par rapport aux années 50 que nous on ressasse en permanence certains, c'est que dans les années 50 en vrai, ou 60, même 70, si vous n'aviez pas de diplôme, à la limite, vous pouviez quand même vous en sortir, vous pouviez avoir un statut social, il y a plein de gens qui étaient autodidactes et qui, voilà. Aujourd'hui, mais on sait très bien qu'on vit dans un monde qui est une société de la connaissance, ça devient un handicap lourd de ne pas avoir un certain niveau d'études. Et donc, pour remédier à ce possible handicap, quoi d'autre que l'école? C'est pour ça que le rôle de l'école, néanmoins, est éminemment précieux. Mais vous avez raison, il faut que, bien sûr, l'aménagement du territoire, le ministère du Travail, etc., accompagne ces efforts. Si on laisse de côté justement cette idée de mixité sociale et d'inégalité des territoires, on pourrait aussi parler des inégalités d'accès au numérique. Justement, dans cette école des années 50, ces questions ne se posaient pas vraiment. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un accès qui est complètement inégalitaire par rapport au numérique. Comment l'école peut essayer, ou en tout cas l'enseignement supérieur, lutter contre ces inégalités? Alors, la question du numérique fait partie de ces questions qui font souvent débat en France. C'est marrant d'ailleurs parce que j'avais cette conversation récemment avec d'autres ministres de l'éducation de pays différents. Et on évoquait justement la question du numérique. Mais non, mais sérieusement, c'est vrai, on évoquait la question du numérique éducatif. Et ils étaient tous très étonnés quand je leur ai dit que chez nous c'était un débat totalement passionnel, puisque pour eux c'était un débat technique, enfin je veux dire c'est comment, bon ben voilà, on est confronté au besoin d'apprendre aux enfants à coder, à maîtriser l'outil informatique, à ne pas se laisser maîtriser par lui, bon comment on fait, comment on l'introduit dans le programme et tout ça. Et moi à ce moment-là j'interviens pour leur dire, avant même de dire comment on fait, en fait il faut convaincre l'opinion publique et convaincre les principaux acteurs du débat public que c'est une nécessité, parce que je vous assure que c'est pas si évident. Ah bon? Ah ouais. Et pourquoi? Quand vous regardez le débat, en effet, vous avez encore une guerre de tranchées entre ceux qui vous disent « Ouh là 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 là, on vit tout suffisamment dans une société d'écran, gardons l'école en dehors de tout ça et mettons l'école en mode avion. Ce sera le meilleur service qu'on pourra rendre à nos enfants, etc. » Après, de l'autre côté, si je veux être simpliste, il y a sans doute aussi des gens qui sont caricaturaux dans l'autre sens, genre il faudrait plus apprendre qu'avec le numérique, etc. Moi je ne dis pas non plus qu'il faut être caricatural, mais ce que je dis, c'est que précisément, parce qu'on vit dans une société du tout écran, et c'est une mère de famille qui vous parle, j'ai 2 enfants de 11 ans, donc je sais très bien de quoi je parle aussi, comme on vit dans une société du tout écran, c'est mieux si l'école apprend aux enfants à se servir des écrans. Ça ne veut pas dire passer leur journée dessus. Ça veut dire qu'ils consacrent quelques minutes par jour, un quart d'heure, 20 minutes par jour à l'occasion d'un cours qui s'y prête, évidemment. Mais nombreux sont les cours qui s'y prêtent. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous faites de l'histoire, à un moment donné, c'est important d'apprendre aux élèves à se méfier des troncages de l'histoire potentiels qu'on trouve, des manipulations qu'on peut trouver sur Internet quand on tape dans Google, je ne sais pas quoi, Shoah par exemple, et qu'on trouve ce qu'on peut trouver. C'est important d'apprendre quand même aux élèves, parce que sinon, quand ils vont taper cette recherche et qu'ils vont trouver ces réponses, ils vont y croire. Donc ça, c'est apprendre à se méfier de la désinformation. Apprendre à se méfier aussi de ce qu'on laisse comme traces personnelles sur les réseaux sociaux, puisque de toute façon ils utilisent déjà tous Facebook ou je ne sais quel réseau, autant leur apprendre à protéger leur vie privée, apprendre à être des citoyens. Et puis apprendre, je le disais tout à l'heure, à coder, à maîtriser la machine, parce que je vais vous dire, moi je suis, on parlera peut-être tout à l'heure de ma nouvelle vie dans le secteur privé, mais je vous en dirai quand même un mot. Dans les grands défis qui m'interpellent vraiment, et je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus dans le débat public une fois de plus, la question de l'intelligence artificielle et de ce qui nous attend,
Mais c'est un sujet d'angoisse en fait pour moi. Vraiment, c'est un sujet d'angoisse parce que en fait, je vois à l'échelle du monde qu'on est en train de développer une espèce de bête qu'on ne saura plus maîtriser à la fin, qu'on ne cherche d'ailleurs plus à maîtriser, puisque finalement, elle se développe, cette bête, entre guillemets, elle se développe soit aux États-Unis avec les grandes plateformes GAFA, etc., avec comme but principal un but très ultra-libéral qui est de manipuler vos choix de consommateurs, et vous le savez bien, soit du côté chinois, avec les plateformes jumelles, avec comme but très avoué aussi de pratiquer du contrôle social sur les individus et du contrôle citoyen. Et donc, du coup, en fait, cette intelligence artificielle, à laquelle je voudrais croire comme quelque chose d'efficace, d'une opportunité, etc., la façon dont ça se développe aujourd'hui, c'est juste un problème. C'est juste un problème. Et nous, en Europe, on n'a toujours pas développé notre intelligence artificielle à nous, avec nos valeurs, avec l'esprit critique que j'évoquais tout à l'heure, avec la justice, la solidarité, etc. Et donc, si on n'apprend pas à nos élèves et à nos enfants à se mouvoir dans ce monde numérique-là, eh ben, on va en faire des êtres qui seront manipulables demain. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est important que l'école se saisisse du numérique. Oui, c'est important de veiller, évidemment, à ce qu'il ne se creuse pas des inégalités à cette occasion entre les élèves et les familles. Et pour cela, il faut une ambition du côté du pouvoir public. C'est ce qu'on avait. Pour être tout à fait franche, c'est ce qu'on avait. Hein. Rappelez-vous quand même qu'on a adopté, je ne sais pas, vous en souvenez sûrement pas, mais on a adopté en 2015 un plan d'1 milliard d'euros sur la question du numérique éducatif, qui a été arrêté en 2017. C'est ce qu'on avait, mais qu'on n'a plus. Débat public, absent. Qu'est-ce que tout ça devient? On ne sait pas. Merci. Je rappelle que vous avez aussi été ministre du droit des femmes. Et on parle du numérique justement. Est-ce que vous pensez que le numérique aujourd'hui est un moteur d'une nouvelle prise de conscience des inégalités entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous pensez que ça a plus donné plus fait de bien que de mal, ce numérique sur ce sujet? Vous voulez dire les réseaux sociaux? Est-ce que ça a permis la libération de la parole? c'est ça? Je pense qu'il y a à boire et à manger dans les réseaux sociaux, c'est vrai. On les critique souvent sur le fait que du coup la parole de tout un chacun est mise au même niveau et donc d'une certaine façon il n'y a plus de hiérarchie entre les paroles des experts, des sachants et puis les paroles de gens qui n'ont que leur expérience personnelle mais qui n'ont pas d'expertise. Mais l'avantage, c'est vrai, c'est que ce faisant aussi, ils ont offert la voix au chapitre à tout un chacun de façon très libre et plutôt égalitaire du coup. Parce que en fait, quand vous réfléchissez bien, c'était quoi l'alternative avant pour attirer l'attention sur une situation, sur quelque chose qui n'allait pas? C'était d'alerter la presse, c'était d'écrire une tribune, mais est-ce que vraiment tout le monde a les moyens d'écrire une tribune ou d'appeler un journaliste, d'appeler un média? Non. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tas de situations. Je pense par exemple à la situation d'une petite jeune fille ivoirienne, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Samira, qui est une situation absolument dramatique, honnêtement. Si vous n'avez pas signé la pétition, je vous invite, je me permets à le faire. Parce qu'on parle quand même d'une petite fille de 10 ans, donc provenant de Côte d'Ivoire, bref, une petite fille de 10 ans qui fuit son pays avec ses deux parents pour éviter d'être excisée et qui se lance dans un périple, un voyage extrêmement dangereux dans lequel elle traverse la Libye et sa mère est tuée dans le cours de ce voyage, qui finit enfin par rejoindre l'Europe et la France et par s'inscrire en classe de CM2, elle a 10 ans, et puis à quelques jours d'entrée en cours, elle reçoit une convocation d'expulsion avec son père. Et ce genre de situation, si les réseaux sociaux n'existaient pas, on aurait eu du mal à en être alertés, à pouvoir se mobiliser, à exercer notre pouvoir citoyen. Donc, je pense qu'il y a quand même du bon dans cette libération de la parole. Et sur la question de l'égalité femmes-hommes, pardon pour y revenir, on l'a vu avec MeToo. C'est vrai que ça a beaucoup commencé par des hashtags, donc je trouve que ça a quand même... On va aussi parler des inégalités salariales, puisqu'on est sur le thème des inégalités hommes-femmes. Alors depuis hier, mesdames, pour celles qui travaillent, de 16h47, vous travaillez gratuitement. C'est un chiffre assez symbolique. Et pourtant, Madame Vallaud-Belkacem, vous avez mis en place
beaucoup de nouvelles lois, mais vous avez aussi durci celles qui étaient déjà implémentées contre les inégalités salariales pour en fait, un salaire réellement équivalent à même compétence. Du coup, on peut voir quand même qu'il y a une différence de vitesse entre les lois et puis la réalité. Comment est-ce que vous l'expliquez? En fait, d'abord, c'est bien d'avoir ce compte qui est tenu chaque année pour savoir à quel moment les femmes commencent à travailler bénévolement, parce que ça participe de la prise de conscience. Mais ce dont il faut que vous ayez conscience, c'est que si ce compte avait existé, parce qu'en fait c'est assez récent, c'est depuis récemment qu'on le fait, mais si ce compte avait existé il y a 10 ou 15 ans, les femmes commençaient à travailler bénévolement, non pas en novembre comme c'était le cas cette année, mais quasiment en février ou mars. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même eu du progrès, fort heureusement, de réaliser à travers les années, et les différentes lois qui ont été adoptées, pas seulement la mienne, même avant moi, mais les différentes lois sur l'égalité professionnelle qui ont été adoptées, en instaurant des obligations pour les entreprises, de faire notamment ce qu'on appelle des bilans de situation comparée, c'est-à-dire de chaque année, avec les partenaires sociaux, regarder précisément quels sont les salaires versés, pourquoi il y a un problème, etc. Ça a permis d'améliorer la situation. Et aujourd'hui, l'écart qui demeure entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, en réalité, il n'est pas lié, il n'est plus lié à une discrimination manifeste et volontaire de la part de l'employeur qui se dit bah non, je vais payer plus l'homme que la femme. C'est pas ça, c'est pas comme ça que les choses se présentent en entreprise. Cet écart de salaire, il est lié au fait que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes carrières. Ils n'ont pas les mêmes carrières parce que d'abord les femmes n'exercent globalement pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Les métiers dans lesquels elles exercent sont des métiers moins bien payés, ce qui nous pose la question à nous, société, au pouvoir politique, mais aussi dans nos débats, de savoir pourquoi on paye plus tel métier que tel autre. Honnêtement, pourquoi on paye plus le métier de banquier que le métier d'infirmier? Or, il y a plus de femmes chez les infirmières et il y a plus d'hommes chez les banquiers. Enfin, je dis ça au hasard, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent devenir banquiers. J'aurais pu demander. Pourquoi, sérieusement, certains métiers qui nous paraissent tellement précieux, genre enseignants, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sont si mal payés, et là aussi c'est une immense majorité de femmes. Donc les femmes n'exercent pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Deuxièmement, les femmes ont des carrières interrompues régulièrement par les maternités. Donc ça, à la limite, on va dire, bon, c'est comme ça, tant mieux. Mais est-ce que cette interruption qui se poursuit par un congé parental plus ou moins long, qui peut aller jusqu'à 3 ans, etc., est-ce que c'est bien logique dans nos sociétés encore aujourd'hui que ce soit pris en charge juste par la femme? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système dans lequel, un monde dans lequel les hommes aussi, désireux d'ailleurs d'exercer leur parentalité, s'arrêteraient pour une partie du temps pour s'occuper de leur enfant en bas âge, sachant qu'il n'y a rien de plus précieux que les liens qu'on crée avec son enfant en bas âge pour la suite de la relation. Mais comme ce n'est pas encore le cas, et ben vous vous rendez bien compte que durant ces périodes d'arrêt, puis le temps qu'elles reviennent en entreprise, etc., ben les femmes se voient moins proposer d'augmentation de salaire, moins de promotion de carrière, moins de responsabilité, et donc moins de salaire qui va avec. C'est ça qui explique les écarts de salaire aujourd'hui. Et ça ne peut pas être une loi qui le règle. Parce que, enfin, moi, pour le coup, je l'ai fait dans la mesure du possible, puisque j'ai compris adopter des mesures sur la question du congé parental que j'évoquais tout à l'heure, en ouvrant la possibilité aux hommes de prendre une part du congé parental. Mais on voit bien que c'est plus une question de changement de mentalité. Parce que si dans la société, à la télévision, dans les messages qu'on fait passer, etc., on continue à faire penser que la maternité et les enfants en bas âge, c'est juste l'affaire des femmes, et ben on n'y arrivera pas, quoi. Si on veut impulser ce changement culturel-là, il faut qu'on s'y mette tous. Et je pense que c'est un peu du même acabit que ce qui s'est passé avec MeToo sur les violences sexuelles. Il y a un moment donné où c'est la société qui s'est saisie du truc, et en fait ça a été beaucoup plus puissant que quand c'était les politiques tout seuls. Et ben avec l'égalité, les inégalités professionnelles, je pense que c'est à la société de se saisir du truc. C'est à la jeune génération aussi. Moi je serais très heureuse qu'on entende chez les garçons des aspirations plus assumées, plus fortes, à vouloir exercer sa paternité, sa parentalité. Je pense que c'est ça aussi le nouveau monde. Alors, toutes ces questions que vous avez bien abordées, donc l'égalité homme-femme,
et l'égalité des chances également à l'école, c'était essentiellement des idéaux de gauche, principalement, qui étaient défendus par le PS. Et aujourd'hui, comme on l'a rappelé tout à l'heure avec Manuel et Adi, le parti de gauche traditionnel, le parti socialiste, est un peu émietté, comme dirait Edgar Morin. Du coup, qui est-ce qu'il y a pour défendre encore ces intérêts-là au sein de l'État? Qui est-ce qui reste dans l'État pour pouvoir défendre ces idéaux qui étaient chers à un parti socialiste qui a été vraiment très très fort pendant le fin 19e et tout le 20e? C'est la vraie question en fait. C'est la vraie question. Je pense que, je pense que nos démocraties de manière générale, parce que c'est pas propre à la France, hein, vous avez bien suivi que la difficulté, sauf exception de la formation social-démocrate pour aller vite, elle se retrouve dans de nombreux pays européens. Je dis sauf exception parce que en Espagne, au Portugal, bon, il peut y avoir des exceptions explicables par plein de choses, mais la social-démocratie souffre un peu partout. Et donc, je pense que en fait, le problème, c'est que on est dans un monde qui est devenu tellement complexe que les gens, les citoyens, on perd tout repère et ont besoin d'entendre des explications simples. Et que le problème de la gauche social-démocrate, parce qu'après il y a un autre type de gauche, on pourrait parler de la France insoumise, etc. Mais le problème de la gauche social-démocrate à laquelle j'appartiens, c'est que nos réponses sont toujours un peu sur le mode complexe. Mais précisément parce qu'on prend en compte la complexité du monde, parce qu'en fait on cherche à être sérieux d'une certaine façon, ce qui ne veut pas dire de ne pas être généreux, ou de ne pas être solidaire, ou de ne pas être... mais être sérieux. Vous voyez par exemple quand j'évoquais tout à l'heure la question de la mixité sociale dans les établissements scolaires, mon propos c'est pas de vous dire on va obliger les parents à inscrire et puis voilà ils n'auront plus le choix. Et ça ce serait un truc que je considérerais pas sérieux parce qu'en fait non c'est pas comme ça qu'on traite le problème en fait. Il faut plutôt chercher des solutions, de compromis, d'équilibres fins, etc. tout en ayant des valeurs et des objectifs clairement dessinés. Mais ce discours de la complexité, eh bien, c'est un discours qui n'est plus entendable, qui n'est plus audible à une période où en fait les gens n'en peuvent plus de la complexité et du coup ils préfèrent les discours simplistes qu'ils vont trouver soit chez les populistes, soit dans certaines formations comme celle qui est actuellement au pouvoir, que je ne qualifierais évidemment pas de populiste, mais qui en fait vous disent tout et son contraire en fait en fonction de l'auditoire, etc. Donc, à la fin des fins, il y a quand même une confusion dans tout cela. Et nous, la gauche, encore une fois social-démocrate, qu'est-ce qu'on doit faire pour revenir dans le jeu, pour faire en sorte que ces idéaux soient à nouveau défendus avec conviction? Je pense qu'en fait, il faut qu'on aille... je pense que notre régénération passera par la société, justement. Un peu comme ce que je disais sur l'égalité homme-femme, sur MeToo, etc. Je pense que ces idéaux, il faut qu'ils reviennent de la société et qu'ensuite, la société ait besoin de représentants politiques pour les porter. Et que la société, en s'en saisissant à nouveau, et encore une fois, la société c'est vous, en s'en saisissant à nouveau, leur donnera une autre forme, plus moderne, plus adaptée au temps actuel. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Par exemple, typiquement, vous prenez la question des migrants, dont il est beaucoup question aujourd'hui, puisqu'il y a un débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Je trouve qu'il n'y a rien de plus fort aujourd'hui que d'avoir des capitaines de navires qui, c'est la société civile, qui prennent des risques, qui expliquent pourquoi est-ce que elles sont prêtes à braver tous les interdits, etc., émis par l'Italie pour sauver des migrants au nom de l'importance de la vie humaine. Voilà un idéal, une valeur qui, au lieu d'être portée par des politiques qui ont un peu perdu du crédit, portée par la société civile, va finalement impacter beaucoup mieux, attirer à elle d'autres gens qui se reconnaissent là-dedans, et c'est ainsi que les valeurs renaissent. C'est un peu nébuleux ce que je dis là, mais j'y crois beaucoup. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que le moment est venu de la société civile, vraiment, le moment est venu des activistes qui viennent du bas, le moment n'est plus aux hommes politiques qui font carrière pendant 35 ans et puis qui changent d'avis ou qui revoient leur discours
s'adapter à la société. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé si important en 2017, comme ça a été gentiment rappelé tout à l'heure après cette défaite, double défaite, c'est pour ça que j'ai trouvé si important de quitter la politique. C'était évidemment un retrait provisoire, puisque évidemment je suis extrêmement attachée au combat politique. Mais pour moi, c'était extrêmement important justement de retourner d'une certaine façon dans une forme à la fois de distance par rapport au débat public, d'anonymat, même s'il est tout relatif, mais quand même aller en entreprise, c'est voilà, se retrouver dans une forme d'anonymat, de recul par rapport au sujet, parce qu'en fait, à force de toujours ressasser les mêmes termes, les mêmes mots, les mêmes débats, etc., bah, on se rend plus disponible pour voir ce qui se passe à l'étranger, pour comprendre ce que les gens pensent, etc. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes et de femmes politiques qui acceptent de se retirer ainsi, quitte à revenir plus tard et à apporter autre chose. Vous parlez de valeurs, vous ne parlez pas d'économie. C'est-à-dire que le retour, la régénération, comme vous dites, du PS, pour ne pas passer par l'économie, il est souvent fait l'analyse que dans les années 80, le PS, ou en tout cas la social-démocratie, s'est plié aux théories libérales et a abandonné un peu cette lutte des inégalités économiques. Pourquoi vous n'avancez pas ce côté économique, justement, de la régénération de la gauche, et plutôt ce côté des valeurs? Parce que sur la question économique, il y a une perception qui s'est installée chez les citoyens, alors elle n'est pas forcément juste, mais moi je trouve ça important de prendre en considération les perceptions installées, qui est que de toute façon on vit dans un système tellement contraint par les marchés, par les règles de l'Union européenne, etc., qu'en réalité, droite ou gauche, ça ne change pas vraiment sur un plan économique. Moi j'estime que c'est faux, hein, mais cette perception est là. Pourquoi j'estime que c'est faux? Parce que, par exemple, typiquement, les choix qu'on a fait ou qu'on aurait pu faire si on était encore au pouvoir en matière de fiscalité n'auraient pas été les mêmes que ceux qui sont faits par le gouvernement actuel. On ne se serait pas empressé de supprimer ou de réduire à portion congrue l'impôt sur la fortune, par exemple. Les choix qu'on a fait ou qu'on aurait fait si on était au pouvoir sur les services publics, ou sur l'assurance chômage, puisque c'était dans l'actualité récemment, n'auraient pas été les mêmes, on n'aurait pas vulnérabilisé les gens. Donc moi j'estime, comme vous dites, que sur l'économie, évidemment, on a énormément de choses à dire encore aujourd'hui la gauche. Mais je prends en considération la perception, et je vois bien que là encore, il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie pour réancrer cette idée qu'on peut changer les choses en matière économique. Et je pense qu'aujourd'hui, la société civile, puisque je disais que c'est d'elle que viendra d'une certaine façon le salut, se mobilise davantage sur des choses qui relèvent de grandes valeurs que sur des choix économiques. Sur la question du changement climatique, par exemple. Alors vous me direz, c'est à la fois un choix économique et une valeur. Enfin, ce qui mobilise la société, c'est surtout de préserver la planète Terre, de préserver notre capacité à y vivre, etc., plus que dans quoi on investit exactement pour le faire. Les deux sont liés, mais ce qui fait déclic, c'est d'abord la question des valeurs pour moi. Alors, parlons du coup de ce paysage politique-là français. Selon un sondage récent, qui a été publié dans l'Express, donc loin de moi l'idée de vous vexer en tant que CEO de Ipsos, les présidentielles de 2022 remettraient face à face Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour. Qu'est-ce que cela révèle pour vous du paysage politique français? Ce que ça révèle, c'est que... il y a deux choses. D'abord, je pense que ce tête-à-tête, ce duo, en arrange quand même beaucoup. Et ça m'irrite profondément. En arrange quand même beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, ça permet d'installer l'idée que there is no alternative. Comme disait, je crois, Margaret Thatcher en son temps, il n'y a pas d'alternative en fait. Vous n'êtes pas content du gouvernement actuel, du président actuel? Oui, mais regardez, si c'est pas lui, c'est horrible ce qu'il y a en face. Donc installer cette non-alternative aussi loin de l'élection présidentielle, de la part des observateurs qui le font, parce que quand même, je veux dire,
pour se poser de telles questions, pour offrir une telle tribune au Front National, enfin au Rassemblement National, pour en faire tant sur la figure de Marion Maréchal Le Pen, dont on se demande bien ce qu'elle a fait, qui mérite qu'on lui consacre une journée entière de transmission en direct de sa convention des droites dans laquelle Éric Zemmour se déchaîne. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça sur les médias sérieusement? Enfin, c'est incroyable quand même. Est-ce que votre conférence de ce soir, je ne dis pas ça parce que j'en suis l'invité, mais avec n'importe quel autre invité, elle est plus intéressante que cette convention des droites? Pourquoi elle ne serait pas retransmise en direct sur telle ou telle chaîne? Ces choix éditoriaux médiatiques qui sont faits sont des choix qui ont vocation à installer le duo que vous venez de nous rappeler. Et parfois, j'ai le sentiment qu'y compris au sein de ce gouvernement, c'est le choix qui a été fait que d'installer ce duo, puisque à force de pulvériser toute alternance possible, puisque finalement, ce qui se passe quand on dit Emmanuel Macron a bouleversé le système partisan, il n'en reste plus une miette, il les a tous envoyés valser, etc. Puis généralement, les observateurs qui disent ça, en plus, disent ça genre en se léchant les babines. Oh, qu'est-ce que c'est formidable! Mais ça n'a rien de formidable. On est en train d'appauvrir, on est en train d'anémier la démocratie dans ce pays. Vous trouvez ça bien qu'on ait finalement, qu'est-ce qui se passe depuis 3 ou 4 ans, depuis que le mouvement En Marche a vu le jour, on est une succession, quasiment tous les 3 mois, de gens qui, de droite et de gauche, décident tour à tour de trahir leur famille politique pour rejoindre cette espèce de faux centre qui est En Marche. Vous trouvez ça bien? La trahison érigée en vertu, en modèle de politique. Vous aimeriez, vous, que la personne qui est sur cette scène vienne répondre à vos questions, faire une conférence pour vous expliquer, voilà, mon mode d'engagement politique, c'est de trahir, ça n'a aucun intérêt. Or, c'est quand même, grosso modo, ce qui occupe le débat et les commentaires médiatiques depuis 3 ans. Donc, et en fait, ça a quoi comme conséquence? Eh bien, ça a qu'en effet, on dit le Parti Socialiste comme pas l'UMP. Je suis désolée de répéter. Les Républicains. Comme les Républicains ont été tellement affaiblis qu'ils ne font plus figure aujourd'hui d'alternance crédible pour la prochaine élection présidentielle qui est dans 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est vraiment très triste pour notre démocratie et il faut qu'on se réveille, je pense. Et qu'est-ce que ça dit de la société civile, parce qu'on va parler plutôt du côté politique? Qu'est-ce que ça révèle de l'opinion publique, en fait? Tu sais, moi, c'est marrant parce que tout à l'heure, dans le portrait qui a été fait de moi, on a évoqué le fait que j'allais manipuler les sondages. N'importe quoi. C'est vraiment pas ce que je fais, je vous rassure tout de suite. C'est vrai que j'ai rejoint un groupe, donc le groupe Ipsos, depuis 2 ans, qui est une entreprise qui est connue pour ses sondages politiques, mais je vous rassure, moi je ne m'occupe pas du tout de sondages politiques. Et pour la petite histoire, en fait, là aussi, ça vous en dit long sur la différence entre la perception qu'on a des choses et la réalité des choses. Ipsos, c'est une entreprise dont les sondages politiques représentent moins de 1% de ses activités. En fait, c'est une entreprise qui fait tout plein d'études sur tout plein de sujets, pour tout plein de clients, d'acteurs privés comme d'acteurs publics. Alors, on est dans une école de commerce, donc je pense que les études marketing, les études de produits, les études de réputation d'entreprise ou de satisfaction des consommateurs, tout ça vous parle s'agissant du secteur privé. Et s'agissant du secteur public, c'est les études d'évaluation de politique publique, les études d'impact. Et moi, par exemple, quand j'ai rejoint Ipsos, c'est pour diriger notre département qui s'occupe des études que l'on fait pour les institutions internationales. Donc en gros, on accompagne la Banque mondiale ou les fondations type la Fondation Gates ou des ONG comme Human Rights Watch, etc. pour assesser, pour évaluer les effets des campagnes qu'elles mènent ou des mesures qu'elles adoptent, etc. Bon, pourquoi je vous disais ça? Ah oui, parce que donc du coup je ne fais pas des sondages politiques. Mais pour revenir au sondage, s'il y a bien une chose que je sais, c'est qu'il existe un phénomène qui s'appelle les anticipations autoréalisatrices. Je pense que vous avez appris ça en économie. Les anticipations autoréalisatrices, c'est qu'à force d'entendre matraquer quelque chose,
Par exemple, on a beaucoup parlé de l'affaire du voile, de cette mère de famille dans le conseil général, je crois, régional de Dijon. On a tellement entendu parler du voile, on a tellement assisté sur les plateaux de télé ou sur les antennes radio à des débats orientés d'une certaine façon, que vous n'allez surtout pas être surpris de voir ensuite un sondage IFOP dans le JDD qui vous dit combien de pourcents, peut-être que vous l'avez en tête, mais genre 60 ou 65% des Français seraient pour qu'on interdise totalement le voile, etc. C'est pas surprenant. Ça veut pas dire que les gens sont influençables, bêtement influençables, etc. Ça veut juste dire que en fait, les gens qu'on interroge, les fameux sondés, c'est qui en fait? C'est des gens comme vous et moi, enfin, encore que nous, on prend du temps ce soir pour parler politique, etc. C'est des gens qui ont un travail, une famille, des emmerdes, qui rentrent chez eux le soir, qui n'ont pas le temps de suivre toute l'actualité, d'aller recouper les sources d'informations, etc. pour se faire une idée avec l'esprit critique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, quand ils ont 5 minutes, ils allument BFM ou je ne sais pas quelle radio, hop, ils entendent un son de cloche. Ce son de cloche, ils le réentendent 2 jours plus tard, donc du coup ça s'insère quelque part dans leur esprit et c'est comme si pour eux ça devenait le consensus, quoi. Ils n'interrogent plus ce consensus et quand ils sont sondés, ils se disent, en fait, je pense que la plupart des gens vont répondre ça, moi je serais plutôt d'accord avec ça. Donc en fait, les réponses à ces sondages sont des choses qu'il faut prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire notamment des conséquences des anticipations autoréalisatrices et à force de s'entendre dire que le duo en 2022 va être celui que vous décriviez tout à l'heure pour l'élection présidentielle, il va de soi que quand la question qui vous est posée c'est à votre avis, quel sera le duo en 2022, vous répondez pas celui-là. Donc il faut raison garder, avoir un peu d'esprit critique et si possible, chaque fois que vous en avez l'occasion, recouper les informations, ne pas vous fier simplement à ce qui sort d'une télé. Enfin, on sait bien qu'il y a de tout parmi les médias. Il y a évidemment des médias qui disent clairement qu'ils sont partisans. Je veux dire, Libération est partisan de gauche, Figaro est partisan de droite. Il y a aussi des médias qui ne disent rien du tout, mais qui sont partisans. Il faut apprendre à déceler ça et se faire sa propre bibliothèque. Vous revenez sur votre première réponse, l'esprit critique. Mais où est l'esprit critique quand justement les sondés répondent que le futur duel en 2022 sera Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Où est l'esprit critique sur les réseaux sociaux quand tout le monde déverse ce qu'il pense sans forcément y réfléchir ou en tweetant ce qu'ils ont vu juste avant sur BFM par exemple? Où est, qui peut enseigner cet esprit critique si ce n'est l'école? Qu'est-ce que tout ça devient? On ne sait pas. Merci. Je rappelle que vous avez aussi été ministre du droit des femmes. Et on parle du numérique justement. Est-ce que vous pensez que le numérique aujourd'hui est un moteur d'une nouvelle prise de conscience des inégalités entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous pensez que ça a plus donné, plus fait de bien que de mal, ce numérique sur ce sujet? Vous voulez dire les réseaux sociaux? Est-ce que ça a permis la libération de la parole, c'est ça? Je pense qu'il y a à boire et à manger dans les réseaux sociaux, c'est vrai. On les critique souvent sur le fait que du coup la parole de tout un chacun est mise au même niveau. Et donc d'une certaine façon, il n'y a plus de hiérarchie entre les paroles des experts, des sachants, et puis les paroles de gens qui n'ont que leur expérience personnelle mais qui n'ont pas d'expertise. Mais l'avantage, c'est vrai, c'est que ce faisant aussi, ils ont offert la voix au chapitre à tout un chacun de façon très libre et plutôt égalitaire du coup. Parce que en fait, quand vous réfléchissez bien, c'était quoi l'alternative avant pour attirer l'attention sur une situation, sur quelque chose qui n'allait pas? C'était d'alerter la presse, c'était d'écrire une tribune, mais est-ce que vraiment tout le monde a les moyens d'écrire une tribune ou d'appeler un journaliste, d'appeler un média? Non. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tas de situations. Je pense par exemple à la situation d'une petite jeune fille ivoirienne, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Samira, qui est une situation absolument dramatique, honnêtement. Si vous n'avez pas signé la pétition, je vous invite, je me permets à le faire. Parce qu'on parle quand même d'une petite fille de 10 ans, donc provenant de Côte d'Ivoire, enfin, oui, de Côte d'Ivoire, c'est ça.
je sais plus, bref, une petite fille de 10 ans qui fuit son pays avec ses 2 parents pour éviter d'être excisée et qui se lance dans un périple, un voyage extrêmement dangereux dans lequel elle traverse la Libye et sa mère est tuée dans le cours de ce voyage, qui finit enfin par rejoindre l'Europe et la France et par s'inscrire en classe de CM2, elle a 10 ans, et puis à quelques jours d'entrée en cours, elle reçoit une convocation d'expulsion avec son père. Et ce genre de situation, si les réseaux sociaux n'existaient pas, on aurait eu du mal à en être alerté, à pouvoir se mobiliser, à exercer notre pouvoir citoyen. Je pense qu'il y a quand même du bon dans cette libération de la parole. Et sur la question de l'égalité femmes-hommes, pardon pour y revenir, on l'a vu avec MeToo. C'est vrai que ça a beaucoup commencé par des hashtags, donc je trouve que ça a quand même... On va aussi parler des inégalités salariales, puisqu'on est sur le thème des inégalités hommes-femmes. Alors depuis hier, mesdames, pour celles qui travaillent, de 16h47, vous travaillez gratuitement. Donc c'est un chiffre assez symbolique. Et pourtant, Madame Vallaud-Belkacem, vous avez mis en place beaucoup de nouvelles lois, mais vous avez aussi durci celles qui étaient déjà implémentées contre les inégalités salariales, pour en fait un salaire réellement équivalent à même compétence. Du coup, on peut voir quand même qu'il y a une différence de vitesse entre les lois et puis la réalité. Comment est-ce que vous l'expliquez? En fait, d'abord, c'est bien d'avoir ce compte qui est tenu chaque année pour savoir à quel moment les femmes commencent à travailler bénévolement, parce que ça participe de la prise de conscience. Mais ce dont il faut que vous ayez conscience, c'est que si ce compte avait existé, parce qu'en fait c'est assez récent, enfin, c'est depuis récemment qu'on le fait, mais si ce compte avait existé il y a 10 ou 15 ans, les femmes commençaient à travailler bénévolement, non pas en novembre comme c'était le cas cette année, mais quasiment en février ou mars, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même eu du progrès, fort heureusement, de réaliser à travers les années, et les différentes lois qui ont été adoptées, pas seulement la mienne, même avant moi, mais les différentes lois sur l'égalité professionnelle qui ont été adoptées, en instaurant des obligations pour les entreprises, de faire notamment ce qu'on appelle des bilans de situation comparée, c'est-à-dire de chaque année, avec les partenaires sociaux, regarder précisément quels sont les salaires versés, pourquoi il y a un problème, etc. Ça a permis d'améliorer la situation. Et aujourd'hui, l'écart qui demeure entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, en réalité, il n'est pas lié, il n'est plus lié à une discrimination manifeste et volontaire de la part de l'employeur qui se dit bah non, moi, je vais payer plus l'homme que la femme. C'est pas ça, c'est pas comme ça que les choses se présentent en entreprise. Cet écart de salaire, il est lié au fait que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes carrières. Ils n'ont pas les mêmes carrières parce que d'abord les femmes n'exercent globalement pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Les métiers dans lesquels elles exercent sont des métiers moins bien payés, ce qui nous pose la question à nous, société, au pouvoir politique, mais aussi dans nos débats, de savoir pourquoi on paye plus tel métier que tel autre, honnêtement. Pourquoi on paye plus le métier de banquier que le métier d'infirmier? Or, il y a plus de femmes chez les infirmières et il y a plus d'hommes chez les banquiers. Enfin, je dis ça au hasard, hein, peut-être qu'il y a des gens qui veulent devenir banquiers. Pourquoi, sérieusement, certains métiers qui nous paraissent tellement précieux, genre enseignants, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sont si mal payés, et là aussi c'est une immense majorité de femmes. Donc les femmes n'exercent pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Deuxièmement, les femmes ont des carrières interrompues régulièrement par les maternités, donc ça, à la limite on va dire, bon, c'est comme ça, tant mieux, mais est-ce que cette interruption qui se poursuit par un congé parental plus ou moins long, qui peut aller jusqu'à 3 ans, etc., est-ce que c'est bien logique dans nos sociétés encore aujourd'hui que ce soit pris en charge juste par la femme? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un monde dans lequel les hommes aussi, désireux d'ailleurs d'exercer leur parentalité, s'arrêteraient pour une partie du temps pour s'occuper de leur enfant en bas âge, sachant qu'il n'y a rien de plus précieux que les liens qu'on crée avec son enfant en bas âge pour la suite de la relation. Mais comme ce n'est pas encore le cas, et ben vous vous rendez bien compte que durant ces périodes d'arrêt, puis le temps qu'elles reviennent en entreprise, etc., ben les femmes se voient moins proposer d'augmentation de salaire, moins de promotion de carrière, moins de responsabilité et donc moins de salaire qui va avec. C'est ça qui explique les écarts de salaire aujourd'hui. Et ça ne peut pas être une loi qui le règle. Parce que
enfin, moi, pour le coup, je l'ai fait dans la mesure du possible, puisque j'ai compris adopter des mesures sur la question du congé parental que j'ai évoqué tout à l'heure, en ouvrant la possibilité aux hommes de prendre une part du congé parental, mais on voit bien que c'est plus une question de changement de mentalité. Parce que si dans la société, à la télévision, dans les messages qu'on fait passer, etc., on continue à faire penser que la maternité et les enfants bas âge, c'est juste l'affaire des femmes, et ben on n'y arrivera pas, quoi. Si on veut impulser ce changement culturel-là, il faut qu'on s'y mette tous. Et je pense que c'est un peu du même acabit que ce qui s'est passé avec MeToo sur les violences sexuelles. Il y a un moment donné où c'est la société qui s'est saisie du truc, et en fait ça a été beaucoup plus puissant que quand c'était les politiques tout seuls. Et bien avec l'égalité des inégalités professionnelles, je pense que c'est à la société de se saisir du truc. C'est à la jeune génération aussi. Moi je serais très heureuse qu'on entende chez les garçons des aspirations plus assumées, plus fortes, à vouloir exercer sa paternité, sa parentalité. Je pense que c'est ça aussi le nouveau monde. Alors toutes ces questions qu'on vient d'aborder, donc l'égalité homme-femme et l'égalité des chances également à l'école, c'était essentiellement des idéaux de gauche, principalement, qui étaient défendus par le PS. Et aujourd'hui, comme on l'a rappelé tout à l'heure avec Manuel et Adil, le parti de gauche traditionnel, le Parti socialiste, est un peu émietté, comme dirait Edgar Morin. Du coup, qui est-ce qu'il y a pour défendre encore ces intérêts-là au sein de l'État? Qui est-ce qui reste dans l'État pour pouvoir défendre ces idéaux qui étaient chers à un parti socialiste qui a été vraiment très très fort pendant le fin 19e et tout le 20e? C'est la vraie question en fait. C'est la vraie question. Je pense que je pense que nos démocraties de manière générale, parce que c'est pas propre à la France, hein, vous avez bien suivi que la difficulté, sauf exception de la formation social-démocrate pour aller vite, elle se retrouve dans de nombreux pays européens. Je dis sauf exception parce que en Espagne, au Portugal, bon, il peut y avoir des exceptions explicables par plein de choses, mais la social-démocratie souffre un peu partout. Et donc, je pense que, en fait, le problème, c'est qu'on est dans un monde qui est devenu tellement complexe que les gens, les citoyens, en perdent tout repère et ont besoin d'entendre des explications simples. Et que le problème de la gauche social-démocrate, parce qu'après il y a un autre type de gauche, on pourrait parler de la France insoumise, etc., mais le problème de la gauche social-démocrate à laquelle j'appartiens, c'est que nos réponses sont toujours un peu sur le mode complexe. Mais précisément parce qu'on prend en compte la complexité du monde, parce qu'en fait on cherche à être sérieux d'une certaine façon, ce qui ne veut pas dire ne pas être généreux, ou ne pas être solidaire, ou ne pas être... mais être sérieux. Vous voyez par exemple quand j'évoquais tout à l'heure la question de la mixité sociale dans les établissements scolaires, mon propos c'est pas de vous dire on va obliger les parents à inscrire et puis voilà ils auront plus le choix. Et ça ce serait un truc que je considérerais pas sérieux parce qu'en fait non c'est pas comme ça qu'on traite le problème en fait. Il faut plutôt chercher des solutions, de compromis, d'équilibre fin, etc. tout en ayant des valeurs et des objectifs clairement dessinés. Mais ce discours de la complexité, eh bien, c'est un discours qui n'est plus entendable, qui n'est plus audible à une période où en fait les gens ils en peuvent plus de la complexité et du coup ils préfèrent les discours simplistes qu'ils vont trouver soit chez les populistes, soit dans certaines formations comme celle qui est actuellement au pouvoir, que je ne qualifierais évidemment pas de populiste, mais qui en fait vous disent tout et son contraire en fait en fonction de l'auditoire, etc. Donc, à la fin des fins, il y a quand même une confusion dans tout ça. Et nous, la gauche, encore une fois social-démocrate, je pense qu'en fait, il faut qu'on aille... je pense que notre régénération passera par la société, justement. Un peu comme ce que je disais sur l'égalité homme-femme, sur MeToo, etc. Je pense que ces idéaux, il faut qu'ils reviennent de la société et qu'ensuite, la société ait besoin de représentants politiques pour les porter. Et que la société, en s'en saisissant à nouveau, et encore une fois, la société c'est vous, en s'en saisissant à nouveau, leur donnera une autre forme, plus moderne, plus adaptée au temps actuel. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Par exemple, typiquement,
Vous prenez la question des migrants, dont il est beaucoup question aujourd'hui, puisqu'il y a un débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Je trouve qu'il n'y a rien de plus fort aujourd'hui que d'avoir des capitaines de navires qui, c'est la société civile, qui prennent des risques, qui expliquent pourquoi est-ce que elles sont prêtes à braver tous les interdits, etc., émis par l'Italie pour sauver des migrants au nom de l'importance de la vie humaine. Voilà un idéal, une valeur qui, au lieu d'être portée par des politiques qui ont un peu perdu du crédit, portée par la société civile, va finalement impacter beaucoup mieux, attirer à elle d'autres gens qui se reconnaissent là-dedans, et c'est ainsi que les valeurs renaissent. C'est un peu nébuleux ce que je dis là, mais j'y crois beaucoup. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que le moment est venu de la société civile, vraiment, le moment est venu des activistes qui viennent du bas, le moment n'est plus aux hommes politiques qui font carrière pendant 35 ans et puis qui changent d'avis ou qui revoient leur discours pour s'adapter à la société. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé si important en 2017, comme ça a été gentiment rappelé tout à l'heure après cette défaite, double défaite, c'est pour ça que j'ai trouvé si important de quitter la politique. C'était évidemment un retrait provisoire, puisque évidemment je suis extrêmement attachée au combat politique. Mais pour moi, c'était extrêmement important justement de retourner d'une certaine façon dans une forme à la fois de distance par rapport au débat public, d'anonymat, même s'il est tout relatif, mais quand même aller en entreprise, c'est se retrouver dans une forme d'anonymat, de recul par rapport au sujet, parce qu'en fait, à force de toujours ressasser les mêmes termes, les mêmes mots, les mêmes débats, etc., on se rend plus disponible pour voir ce qui se passe à l'étranger, pour comprendre ce que les gens pensent, etc. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes et de femmes politiques qui acceptent de se retirer ainsi, quitte à revenir plus tard et à apporter autre chose. Vous parlez de valeurs, vous ne parlez pas d'économie. C'est-à-dire que le retour, la régénération, comme vous dites, du PS ne pourrait pas passer par l'économie. Il est souvent fait l'analyse que dans les années 80, le PS, ou en tout cas la social-démocratie, s'est plié aux théories libérales et a abandonné un peu cette lutte des inégalités économiques. Pourquoi vous n'avancez pas ce côté économique, justement, de la régénération de la gauche, et plutôt ce côté des valeurs? Parce que sur la question économique, il y a une perception qui s'est installée chez les citoyens, alors elle n'est pas forcément juste, mais moi, je trouve ça important de prendre en considération les perceptions installées, qui est que de toute façon, on vit dans un système tellement contraint par les marchés, par les règles de l'Union européenne, etc., qu'en réalité, droite ou gauche, ça ne change pas vraiment sur un plan économique. Moi, j'estime que c'est faux, hein, mais cette perception est là. Pourquoi j'estime que c'est faux? Parce que, par exemple, typiquement, les choix qu'on a fait ou qu'on aurait pu faire si on était encore au pouvoir en matière de fiscalité n'auraient pas été les mêmes que ceux qui sont faits par le gouvernement actuel. On ne se serait pas empressé de supprimer ou de réduire à portion congrue l'impôt sur la fortune, par exemple. Les choix qu'on a fait ou qu'on aurait fait si on était au pouvoir sur les services publics ou sur l'assurance chômage, puisque c'était dans l'actualité récemment, n'auraient pas été les mêmes, on n'aurait pas vulnérabilisé les gens. Donc, moi, j'estime, comme vous dites, que sur l'économie, évidemment, on a énormément de choses à dire encore aujourd'hui la gauche. Mais je prends en considération la perception et je vois bien que, là encore, il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie pour réancrer cette idée qu'on peut changer les choses en matière économique. Et je pense qu'aujourd'hui, la société civile, puisque je disais que c'est d'elle que viendra d'une certaine façon le salut, se mobilise davantage sur des choses qui relèvent de grandes valeurs que sur des choix économiques. Sur la question du changement climatique, par exemple. Alors vous me direz, c'est à la fois un choix économique et une valeur. Enfin, ce qui mobilise la société, c'est surtout de préserver la planète Terre, de préserver notre capacité à y vivre, etc. Plus que dans quoi on investit exactement pour le faire. Les deux sont liés, mais ce qui fait déclic, c'est d'abord la question des valeurs pour moi. Alors, parlons du coup de ce paysage politique-là français. Selon un sondage récent,
qui a été publié dans l'Express, donc loin de moi l'idée de vous vexer en tant que CEO de Ipsos. Les présidentielles de 2022 remettraient face à face Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour. Qu'est-ce que cela révèle pour vous du paysage politique français? Ce que ça révèle, c'est que... il y a deux choses. D'abord, je pense que ce tête-à-tête, ce duo, on arrange quand même beaucoup. Et ça m'irrite profondément. On arrange quand même beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, ça permet d'installer l'idée que there is no alternative. Comme disait, je crois, Margaret Thatcher en son temps, il n'y a pas d'alternative en fait. Vous n'êtes pas content du gouvernement actuel, du président actuel? Oui, mais regardez, si c'est pas lui, c'est horrible ce qu'il y a en face. Donc installer cette non-alternative aussi loin de l'élection présidentielle, de la part des observateurs qui le font, parce que quand même, je veux dire, pour se poser de telles questions, pour offrir une telle tribune au Front National, enfin au Rassemblement National, pour en faire tant sur la figure de Marion Maréchal Le Pen, dont on se demande bien ce qu'elle a fait, qui mérite qu'on lui consacre une journée entière de transmission en direct de sa convention des droites dans laquelle Éric Zemmour se déchaîne. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça sur les médias sérieusement? Enfin, c'est incroyable quand même. Est-ce que votre conférence de ce soir, je ne dis pas ça parce que j'en suis l'invité, mais avec n'importe quel autre invité, elle est plus intéressante que cette convention des droites? Pourquoi elle ne serait pas retransmise en direct sur telle ou telle chaîne? Ces choix éditoriaux médiatiques qui sont faits sont des choix qui ont vocation à installer le duo que vous venez de nous rappeler. Et parfois, j'ai le sentiment qu'y compris au sein de ce gouvernement, c'est le choix qui a été fait que d'installer ce duo, puisque à force de pulvériser toute alternance possible, puisque finalement, ce qui se passe quand on dit Emmanuel Macron a bouleversé le système partisan, il n'en reste plus une miette, il les a tous envoyés lancer, etc. Puis généralement, les observateurs qui disent ça, en plus, disent ça genre en se léchant les babines. Oh, qu'est-ce que c'est formidable! Mais ça n'a rien de formidable. On est en train d'appauvrir, on est en train d'anémier la démocratie dans ce pays. Vous trouvez ça bien qu'on est finalement, qu'est-ce qui se passe depuis 3 ou 4 ans, depuis que le mouvement En Marche a vu le jour? On est une succession, quasiment tous les 3 mois, de gens qui, de droite et de gauche, décident tour à tour de trahir leur famille politique pour rejoindre cette espèce de faux centre qui est En Marche. Vous trouvez ça bien? La trahison érigée en vertu, en modèle de politique. Vous aimeriez, vous, que la personne qui est sur cette scène vienne répondre à vos questions, faire une conférence pour vous expliquer, voilà, moi, mon mode d'engagement politique, c'est de trahir. Ça n'a aucun intérêt. Or, c'est quand même, grosso modo, ce qui occupe nos débats et nos commentaires médiatiques depuis 3 ans. Donc, et en fait, ça a quoi comme conséquence? Ça a qu'en effet, le Parti Socialiste, comme l'UMP, je suis désolée de répéter les Républicains. Les Républicains ont été tellement affaiblis qu'ils ne font plus figure aujourd'hui d'alternance crédible pour la prochaine élection présidentielle qui est dans 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est vraiment très triste pour notre démocratie et il faut qu'on se réveille, je pense. Et qu'est-ce que ça dit de la société civile, justement, parler plutôt du côté politique? Qu'est-ce que ça révèle de l'opinion publique, en fait? C'est marrant parce que tout à l'heure, dans le portrait qui a été fait de moi, on a évoqué le fait que j'allais manipuler les sondages. C'est vraiment pas ce que je fais, je vous rassure tout de suite. C'est vrai que j'ai rejoint un groupe, donc le groupe Ipsos, depuis 2 ans, qui est une entreprise qui est connue pour ses sondages politiques, mais je vous rassure, moi je ne m'occupe pas du tout de sondages politiques. Et pour la petite histoire, en fait, là aussi, ça vous en dit long sur la différence entre la perception qu'on a des choses et la réalité des choses. Ipsos, c'est une entreprise dont les sondages politiques représentent moins de 1% de ses activités. En fait, c'est une entreprise qui fait tout plein d'études sur tout plein de sujets, pour tout plein de clients, d'acteurs privés comme d'acteurs publics. Alors, on est dans une école de commerce, donc je pense que les études marketing, les études de produits,
études de réputation d'entreprise ou de satisfaction des consommateurs. Tout ça vous parle s'agissant du secteur privé. Et s'agissant du secteur public, c'est les études d'évaluation de politique publique, les études d'impact. Et moi, par exemple, quand j'ai rejoint Ipsos, c'est pour diriger notre département qui s'occupe des études que l'on fait pour les institutions internationales. Donc en gros, on accompagne la Banque mondiale ou les fondations type la Fondation Gates ou des ONG comme Human Rights Watch, etc. pour assesser, pour évaluer les effets des campagnes qu'elles mènent ou des mesures qu'elles adoptent, etc. Bon, pourquoi je vous disais ça? Ah oui, parce que donc du coup je ne fais pas des sondages politiques. Mais pour revenir au sondage, s'il y a bien une chose que je sais, c'est que il existe un phénomène qui s'appelle les anticipations autoréalisatrices. Je pense que vous avez appris ça en économie. Les anticipations autoréalisatrices, c'est qu'à force d'entendre matraquer quelque chose, par exemple, on a beaucoup parlé de l'affaire du voile, de cette mère de famille dans le conseil général, je crois, régional de Dijon. On a tellement entendu parler du voile, on a tellement assisté sur les plateaux télé ou sur les antennes radio à des débats orientés d'une certaine façon, que vous n'allez surtout pas être surpris de voir ensuite un sondage IFOP dans le JDD qui vous dit combien de pourcents, peut-être que vous l'avez en tête, mais genre 60 ou 65% des Français seraient pour qu'on interdise totalement le voile, etc. C'est pas surprenant. Ça veut pas dire que les gens sont influençables, bêtement influençables, etc. Ça veut juste dire que, en fait, les gens qu'on interroge, les fameux sondés, c'est qui, en fait? C'est des gens comme vous et moi, enfin, encore que nous, on prend du temps ce soir pour parler politique, etc. C'est des gens qui ont un travail, une famille, des emmerdes, qui rentrent chez eux le soir, qui n'ont pas le temps de suivre toute l'actualité, d'aller recouper les sources d'informations, etc. pour se faire une idée avec l'esprit critique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, quand ils ont 5 minutes, ils allument BFM ou je ne sais pas quelle radio, hop, ils entendent un son de cloche. Ce son de cloche, ils le réentendent 2 jours plus tard, donc du coup ça s'insère quelque part dans leur esprit et c'est comme si pour eux ça devenait le consensus, quoi. Et ils n'interrogent plus ce consensus et quand ils sont sondés, ils se disent, en fait, je pense que la plupart des gens vont répondre ça, moi je serais plutôt d'accord avec ça. Donc en fait, les réponses à ces sondages sont des choses qu'il faut prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire notamment des conséquences des anticipations autoréalisatrices. Et à force de s'entendre dire que le duo en 2022 va être celui que vous décriviez tout à l'heure pour l'élection présidentielle, de soi que quand la question qui vous est posée c'est à votre avis, quel sera le duo en 2022, vous répondez pas celui-là. Donc, il faut raison garder, avoir un peu d'esprit critique et si possible, chaque fois que vous en avez l'occasion, regrouper les informations, ne pas vous fier simplement à ce qui sort d'une télé. Enfin, on sait bien qu'il y a de tout parmi les médias. Il y a évidemment des médias qui disent clairement qu'ils sont partisans. Je veux dire, Libération est partisan de gauche, Figaro est partisan de droite. Il y a aussi des médias qui ne disent rien du tout, mais qui sont partisans. Il faut apprendre à déceler ça et se faire sa propre bibliothèque. Vous revenez sur votre première réponse, l'esprit critique. Et où est l'esprit critique quand justement les sondés répondent que le futur duel en 2022 sera Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Où est l'esprit critique sur les réseaux sociaux quand tout le monde déverse ce qu'il pense sans forcément y réfléchir ou en tweetant ce qu'ils ont vu juste avant sur BFM par exemple? Où est, qui peut enseigner cet esprit critique si ce n'est l'école? Ça voudrait dire que l'école a failli à sa mission? Alors non, je pense que vraiment, pour le coup, la seule institution qui est rassurante sur tout ce qu'on évoque là, en fait, c'est l'école. C'est bien pour ça que moi, je le disais tout à l'heure en entrant dans la salle à un journaliste qui m'interrogeait, qui me demandait pourquoi j'avais accepté de venir ici ce soir. Je disais, mais en fait, dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible en termes de calendrier, mais dans la mesure du possible, à chaque fois que je suis invitée dans un établissement scolaire, dans une université, dans une grande école, évidemment que j'y vais. J'adore ça en fait. Et c'est ma dose d'optimisme. Parce que c'est l'endroit où je me dis, ah oui, c'est quand même ça réfléchit en fait. L'esprit critique est là. Les professeurs ont bien fait leur travail. C'est génial. Et en fait, le sujet, c'est pas les élèves. Le sujet, c'est la société en dehors des établissements scolaires ou universitaires.
c'est ce qui se passe chez les adultes qui ont quitté l'école il y a un certain temps, et voilà, et ce mécanisme de réflexion, d'esprit critique, etc., n'est pas réactivé par quel pourrait être l'équivalent de l'école pour les adultes, à votre avis? Les médias, en fait. En fait, c'est les médias qui devraient jouer le rôle de l'école pour les adultes, et qui ne jouent pas sur cette question d'esprit critique. Et c'est comme ça que... Parce que tout à l'heure, je vous parlais de ce qui forge les réponses des sondés, etc. On mène plein d'études, donc dans le cadre de mon boulot, là, sur un certain nombre de grands sujets, en gros, pour voir à travers le monde comment est-ce que les gens perçoivent les réalités ou se trompent dans leur perception. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les biais cognitifs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ouais. Donc les biais de confirmation, etc. Enfin, donc tout ce qui en fait se passe dans notre cerveau qui fait qu'il y a certaines informations qu'on va retenir, d'autres qu'on va à chaque fois occulter et qui font qu'en fait on croit comprendre quelque chose mais qu'on ne comprend pas vraiment. Et bien, si vous regardez sur les principales grandes questions qu'on pose, par exemple, puisqu'on parlait d'immigration tout à l'heure, à votre avis, dans votre pays, quelle est la part des immigrés ou des musulmans, ou à votre avis, dans les prisons de votre pays, quelle est la part, puisque on dit souvent ça, un certain nombre de polémistes disent toujours il y a que des Arabes et des Noirs pour dire les choses rapidement dans les prisons. À votre avis, dans votre pays, dans vos prisons, quelle est la part d'eux? En fait, les gens, ils surestiment de 40% les réponses à chacune de ces questions. Ils surestiment de 40% la présence des musulmans en France, la présence des immigrés je sais pas, en Angleterre, dans les prisons, etc. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui constitue leur école pour eux, c'est-à-dire les médias, à force de ne traiter que de ces sujets-là et de ne donner la parole qu'à ces discours-là, ont installé quelque chose dans leur esprit qu'ils ne réinterrogent plus. Et alors ça, vous me direz, bon, à la limite, ok, peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, les questions d'immigration et de perception sur ces sujets. Mais quand on a les mêmes problèmes de perception sur des sujets comme la santé, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent sur d'autres sujets, et que en fait, vous vous rendez compte que les gens, du coup, en fait, ils sous-estiment totalement, par exemple, je sais pas moi, la prédominance du cancer, la prédominance du diabète, par rapport à d'autres maladies dont on fait souvent étalage dans les médias parce que du coup c'est plus sensationnel, etc., etc., on se dit ah oui, merde, ça a quand même des impacts. Quand les gens surestiment le risque attaché au fait de se faire vacciner, l'impact direct, c'est que un certain nombre d'entre eux disent non, mes enfants je ne les ferai pas vacciner. C'est quoi l'effet de ne pas faire vacciner ses enfants? C'est que potentiellement, comme c'est arrivé à un couple français qui était dans un pays d'Amérique latine, je ne me souviens plus lequel, récemment en vacances, ils ont réintroduit la rougeole dans ce pays qui avait enfin réussi à s'en débarrasser seulement il y a quelques années, parce qu'ils n'avaient pas fait vacciner leurs enfants. Enfin voilà, donc en fait, le sujet des médias et de la responsabilité qu'ils ont à essayer d'apporter des connaissances qui ne soient pas juste genre on donne la parole à tout le monde, à Hitler, mais on prend un juif en face, comme ça on aura l'équilibre. Cette responsabilité des médias, elle est majeure. Elle est très rarement posée. Je suis bien placée pour savoir que quand un politique la pose, à un moment donné, ça lui porte tort parce qu'il y a une espèce de corporatisme qui fait qu'on vous répond ah bah oui c'est bien facile, hein, vous vous déchargez sur les médias, en fait vous n'avez pas de responsabilité. Mais non, on a aussi une responsabilité les politiques. Moi j'aimerais que les politiques, certains politiques arrêtent de dire n'importe quoi. Il y a des choses déraisonnables, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qui sont promises et qui n'existent pas dans la vraie vie. Il ne faudrait plus que les politiques le fassent. Mais prenons tous nos responsabilités. Testons votre esprit critique, vous public. C'est le moment des questions. Donc on va distribuer la parole. On va essayer d'être le plus équitable possible. Bonsoir Madame Dalo-Belkacem. Déjà, tout j'aime vous remercie d'être venue pendant cette conférence. J'avais juste une petite question en fait, pour revenir sur ce que j'avais parlé en fait, du bac et justement de ce fameux débat qui est inhibé ou creux aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 50% d'élèves qui échouent en première année
de fac. Et justement, vous êtes, je pense, bien placé pour le savoir aujourd'hui. Et justement, je pense qu'en tant que ministre, vous étiez la mieux placée en fait, pour changer le système, enfin comme vous le décrivez bien sûr. Et voilà, ma question serait justement de savoir votre opinion et justement pourquoi n'avoir pas mis en place certaines réformes qui ont, pour lutter contre l'inégalité scolaire, qui ont été approuvées, qui ont même été des réussites, notamment dans les pays nordiques ou même aux États-Unis, justement en France, à savoir par exemple la suppression des notes, la fin des quotas dans certaines filières, et aussi simplement la remise en place du redoublement pour certains élèves. Voilà. Pardon, je prends le temps de la réflexion parce que je réfléchis au morceau de phrase qui dit la fin des quotas dans certaines filières. Vous parlez de la médecine, c'est ça? Non. Par exemple, en fin de troisième, certains profs même de collège ZEP ou d'établissements à caractère prioritaire sont obligés justement d'orienter certains élèves pour justement remplir entre guillemets leurs chiffres, puisque justement ils n'ont pas de solution pour certains élèves. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que j'entendais. En fait, on peut toujours mieux faire, et il y a toujours des choses qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas fait suffisamment. Mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a fait, hein, parce que honnêtement, c'est pas parce que le débat public, pour le coup, dont je disais tout à l'heure, tous les défauts et les lacunes ne les couvre pas, ne les traite pas, ne les fait pas savoir que ça n'existe pas. Par exemple, typiquement l'histoire de l'orientation des élèves en filière professionnelle. Ça faisait des années, voire des décennies, qu'on se traînait ce truc comme un boulet où, dans les faits, il apparaissait que un certain nombre d'élèves du 3e avaient été orientés de façon un peu forcée vers l'enseignement professionnel, alors que c'était pas leur choix, ou alors on leur avait fait croire que c'était leur choix, en fait c'était pas leur choix. Tout ça avait conduit ces élèves à détester le lycée, à ne plus y mettre un pied, à décrocher, etc. Bon. Et en plus, on s'était évidemment que ça sautait aux yeux, qu'il y avait un truc social dans tout ça, hein, parce que c'était pas les élèves des familles les plus favorisées qu'on orientait vers l'enseignement professionnel. Ce problème-là que moi j'ai connu de tout temps, hein, même quand j'étais élève, j'en entendais parler, et puis après, c'est souvent plein un mois de ça. En fait, on l'a traité. Hein. C'est hyper important de savoir qu'on a adopté une réforme dans laquelle, désormais, lorsque vous êtes en 3e, vous choisissez si vous voulez aller dans l'enseignement professionnel ou dans l'enseignement général. Si jamais vous décidez d'aller dans l'enseignement professionnel, choix qui peut avoir été un peu dicté par vos professeurs qui vous diraient que vous serez mieux là, etc. Si jamais vous allez dans l'enseignement professionnel, désormais, en classe de seconde, vous avez jusqu'aux vacances de la Toussaint, c'est-à-dire novembre, octobre-novembre, pour décider que, en fait, dans ce que j'ai vu depuis septembre jusqu'à octobre-novembre, vraiment c'est pas fait pour moi, j'aime pas ce que je fais là, ça me convient pas, et donc je demande à retourner en enseignement général. C'est quelque chose de quand même majeur. Et cette demande, elle est acceptée. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Alors évidemment, le problème, c'est que, comme le ministre actuel, pour le coup, ne communique pas là-dessus, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'élèves qui le savent. Enfin, voilà, c'est l'impulsion politique que j'évoquais tout à l'heure sur l'affaire de la mixité sociale dans les collèges. C'est exactement la même affaire. En fait, on a besoin d'un ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce que sinon, on est dans une administration avec 1 million de personnel, 1 million d'enseignants. Donc, d'une place à une autre, d'un établissement à un autre, il peut y avoir des pratiques diverses, des profs plus ou moins proactifs sur ces sujets-là. Si vous n'avez pas en haut de la pyramide quelqu'un qui régulièrement fait le tour des popotes pour dire au fait, vous pouvez me faire remonter vos chiffres dans votre académie, il y a combien d'élèves qui ont demandé à profiter de cette mesure? Ah, il n'y en a que 2. Vous êtes sûr que vous aviez communiqué? Parce qu'à mon avis, il y a plus d'élèves qui auraient voulu en profiter. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire ça, ça ne se passe pas. Donc, voilà. Après, vous avez évoqué le sujet de la suppression des notes. C'est un sujet hyper intéressant parce que là aussi, ça faisait partie des débats éruptifs que j'évoquais tout à l'heure. Ah non, quelle horreur, vous portez atteinte à la civilisation, etc. parce que vous supprimez les notes. Bon, un peu de... Enfin, soyons posés et réfléchissons à ce dont on parle. En fait, le sujet... Au fond, c'est pas tant les notes, les lettres, l'existence ou l'absence d'une méthode de chiffrage. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on apprend à nos élèves, pris individuellement. Est-ce qu'on leur apprend
à grandir en se comparant en permanence aux autres? Ou est-ce qu'on leur apprend à grandir en cherchant à s'améliorer soi-même par rapport à soi-même, d'un point A à un point B? C'est-à-dire, est-ce que le plus important, c'est de montrer à l'élève qu'entre le mois de septembre et le mois de novembre, il a progressé par rapport à ce qu'il est capable de faire et les compétences acquises? Ou est-ce que le plus important, c'est de pouvoir hiérarchiser une classe, alors voilà, un tel est premier, un tel est troisième et un... Et en fait, c'est vrai que c'est une pratique pédagogique qui a un impact très profond, notamment sur la capacité de nos enseignants à développer chez les élèves une confiance en soi. Or, dans le monde qui vient, parmi les qualités, les choses, les compétences sociales qu'on doit maîtriser, il y a évidemment la confiance en soi, l'estime personnelle. Et on pourrait parler, d'ailleurs, puisqu'on parlait d'égalité femmes-hommes tout à l'heure, on pourrait parler du fait que, par exemple, là, on la voit bien, cette absence d'estime personnelle chez les filles en particulier, pour des raisons diverses et variées, je n'ai pas le temps de développer ici, mais il faut travailler là-dessus, ça se travaille. Il ne faut pas attendre l'âge adulte pour développer l'estime personnelle des individus. Donc, ceux qui prônent la suppression des notes, ce qu'ils veulent dire par là, c'est, au lieu de tout résumer à un 5 sur 20 ou à un 15 sur 20, concentrons-nous plutôt sur ce que ça signifie en termes de progression de l'élève par rapport à lui-même. Donc, défocalisons par rapport à cette note et à cette donnée chiffrée. On n'est pas encore là en France parce que le débat n'est pas suffisamment poussé, porté par des gens intelligents, etc., pour s'être installé chez les familles. Mais pour la petite histoire, néanmoins, sachez qu'aujourd'hui, à l'école primaire, vous êtes trop jeune pour avoir des enfants, mais à l'école primaire, on doit être de mémoire à 80 ou 90% des écoles primaires qui n'ont plus de notes. Donc en plus, comme les observateurs qui mènent la danse du débat sur l'éducation, je le disais tout à l'heure, non seulement occultent plein de choses, ne parlent pas des vrais sujets, etc., mais en plus ne connaissent pas les écoles, ils ne sont même pas capables de se rendre compte qu'au moment même où ils prononcent des phrases définitives du style « Ah, la suppression des notes, ce serait la mort du système scolaire », au moment même où ils les prononcent, en fait, 90% des écoles primaires ont déjà plus de notes, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, j'ai toujours envie d'avoir une discussion avec vous. Justement, je vais vous poser une seule question. Il y a un sujet d'inégalité qui en France n'est pas beaucoup abordé, je trouve, mais un autre sujet qui est un peu abordé, c'est les outre-mer. Personnellement, je viens de la Guyane, moi. Et en 2016, vous avez annoncé des mesures, c'est-à-dire que certains collèges allaient passer de REP à REP+, c'est-à-dire que les enseignants seraient mieux rémunérés. Donc il va y avoir plus d'enseignants pour réduire les déficits dans les écoles. Cependant, 3 ans après, la réalité du terrain, c'est totalement différent de ce qui a été annoncé. Et là, on parle d'égalité des chances. Est-ce que la chance, c'est réussir? Est-ce que réussir, c'est avoir des avocats, des médecins, des loups de Wall Street, au contraire, d'être cas, justement, par exemple, en Guyane, avoir une économie agricole, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire au cas par cas? Merci. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous avez applaudi. Vous avez quelque chose contre les avocats et les médecins? Non, mais je suis taquine, mais évidemment que vous avez raison, et que, en fait, c'est mieux de parler des réussites que de la réussite, parce qu'il n'y a pas un modèle unique et uniforme de réussite, ça va de soi. Et ce que je veux dire quand même, et c'était le sens de mon propos tout à l'heure quand j'ai parlé justement des avocats ou des médecins, c'est que quand je dis qu'on est dans une société de la connaissance, ça veut dire que même pour un agriculteur, enfin je prends un métier très manuel, ça ne veut pas dire que je déconsidère l'agriculteur, au contraire, on a vraiment besoin de cet agriculteur pour bien manger aujourd'hui. Mais même pour un agriculteur, maîtriser les outils informatiques, maîtriser potentiellement une langue vivante étrangère, parce qu'en fait, dans son commerce, etc., il aura besoin de s'exporter ou d'importer, etc., vers d'autres pays, et bien c'est devenu indispensable. En fait, on est dans un monde qu'on peut qualifier de globalisé, de complexifié, de automatisé, qui nécessite de chacun de nous, quel que soit le métier qu'on exerce, d'apprendre des choses qu'on n'avait pas besoin d'apprendre avant. Et la société de la connaissance, c'est ça.
C'est pour ça qu'on ne peut pas... Vous vous souvenez, les débats, d'ailleurs, c'est bizarre, je les entends plus maintenant, mais tous les débats qui tournaient autour de... Si les enfants, il faudrait les mettre en apprentissage à partir de l'âge de 14 ans, je vous rappelle ça. Mais c'est insupportable. Mais c'est vraiment insupportable, enfin. 14 ans. Mais c'est tout petit, 14 ans. Comment est-ce qu'un enfant à 14 ans pourrait savoir, ah ouais, avec certitude, alors qu'on vient d'évoquer les gamins qui ont l'impression d'avoir été mal orientés à partir de la seconde, comment est-ce qu'un enfant à 14 ans pourrait savoir que oui, c'est clair, en fait, moi, ma vie, c'est pas de continuer à avoir une formation générale, une culture générale solide, qui me permettent finalement de me réadapter quelles que soient les conditions de ma vie professionnelle plus tard. Non, moi ma vie c'est je veux passer la moitié du temps en entreprise dès maintenant et donc par définition rogner sur la culture générale et la formation générale. Donc ce type de débat, en fait, ils sont affreux parce qu'ils instillent l'idée que faire des études longues, de toute façon, c'est pas fait pour tout le monde, un truc un peu malthusien, quoi. Et, oui, il y a qu'une élite qui peut faire des études longues, mais non, on a besoin de faire des études longues. Alors, elles sont plus ou moins longues. Je veux dire, il y a rien qui me choque au fait qu'on arrête après le bac. Je suis plus choquée, je vais vous dire franchement, au fait qu'on arrête après le brevet. Parce que je ne crois pas, dans le monde complexe qui est le nôtre, et avec les compétences dont je disais qu'on avait besoin aujourd'hui, je ne crois pas qu'après le brevet, on ait fini de les acquérir. Et que c'est un problème, parce que de toute façon, imaginons que après le brevet aujourd'hui, je ne sais pas dans quel contexte, mais ça peut arriver, vous avez quand même un job à la clé, c'est très bien qu'on n'est plus dans un monde dans lequel on garde son job pendant 40 ans. On le sait ça. On change de job tous les 3 ans, tous les 4 ans. Donc pour se reconvertir, ces connaissances fondamentales qu'on n'a pas eues au moment du lycée, elles vont nous manquer très cruellement. Et on apprend plus difficilement quand on est adulte que quand on est jeune. Donc c'est ça que je veux dire, et vraiment, alors là, croyez-moi, il n'y a aucune déconsidération d'aucun métier chez moi. Au contraire, c'est parce que j'accorde de la même considération à tous les métiers que je pense que c'est si important de bien y former et puis surtout d'avoir accès dans l'imaginaire à l'ensemble de ces métiers, qu'on vive à Paris ou qu'on vive en Guyane. Et ça, pour le coup, c'est pas toujours garanti. Il nous reste 5 minutes, on va prendre 3 questions groupées, et puis Madame Belkacem va répondre un petit peu de manière... Bonjour Madame Belkacem, pardon, vous avez été ministre de l'Éducation nationale, et si je ne me trompe pas, vous occupiez aussi de tout ce qui est l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles. Ma question est très simple, et la suivante. Quelle est votre opinion sur l'avenir de la classe prépa, et qui est l'avenir de la classe prépa? Il y avait une question là-bas. Merci pour votre conférence. Moi, je voulais revenir sur le point que vous avez abordé en parlant de l'école et du numérique, en disant qu'il fallait avoir une continuité à l'école avec le numérique et l'apprentissage du numérique. Or, en octobre, je crois qu'il y a un ouvrage qui est sorti qui s'appelle La fabrique du crétin digital d'un chercheur en neurosciences, qui a bien montré qu'il y avait de gros problèmes avec l'évolution de la technologie et du numérique chez les enfants. Et est-ce que ouvrir la porte au numérique en maternelle, puisque c'est dans le programme, ce ne serait pas aussi une problématique pour l'égalité des enfants, puisque des enfants qui sont déjà plongés dans le numérique à la maison le seraient encore plus à l'école et n'auraient pas cette coupure qui serait fondamentalement inégalitaire du coup dans le domaine scolaire. Merci. Hugo, il y a une autre question là en bas à droite, le tuto. Là. Désolé, on essaye de répartir de manière assez égale dans l'auditorium. Puis après, on en prendra une dernière et puis on aura... Bonsoir, Madame Belkacem. Moi j'avais une question. Au tout début de conférence, on a évoqué le fait qu'en éducation, il y avait une poussée régionale, il y avait des résultats qui étaient des bons résultats, et que justement, on a vu que c'était plus sur les débats nationaux, ça marchait moins.
Et donc du coup, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que, par exemple, comme en Allemagne, il faut qu'on pousse l'éducation plus au niveau régional, encore plus que ce qu'on a déjà pu faire dans les dernières années, et pour que justement il y ait un investissement plus local, avec bien sûr un derrière national, mais que justement on aille beaucoup plus dans le régional et dans le local. Et, Une dernière. Bonsoir, moi je voulais juste savoir, puisqu'on parle d'égalité des chances, qu'est-ce que vous pensiez des écoles de commerce étant donné que c'est un coût assez élevé que tout le monde ne peut pas se permettre? Alors, je vais essayer de rassembler en une réponse les différents points que vous avez évoqués. D'abord, je voudrais clarifier ma position sur les universités et les grandes écoles, parce qu'en fait, derrière la question des classes prépa, je pense que c'était ça la question qui était posée. Moi, je ne fais pas partie de ceux, ça existe dans le débat public, mais je ne fais pas partie de ceux qui disent il ne faut plus qu'on ait de grandes écoles, il faudrait qu'on ait un seul système qui soit universitaire, etc. Moi, je trouve que, honnêtement, les deux, que ce soit les universités ou les grandes écoles, ont des choses différentes à apporter et que c'est bien d'avoir cette diversité-là dans le système. Donc, en plus, il se trouve que dans ma vie, moi-même académique, j'ai eu la chance à la fois de passer par l'université, puisque j'ai fait une fac de droit à Amiens, mais aussi par une grande école, puisque je suis passée par Sciences Po à Paris. Et du coup, j'ai vraiment été amenée à confronter les deux expériences et à voir, et honnêtement, les grandes écoles apportent quelque chose, y compris d'ailleurs en termes de communauté, peut-être un peu plus restreinte, parce que généralement il y a moins d'étudiants, etc. Mais aussi lié aux classes prépa, puisque c'était ça le début de la question, de préparation à passer des concours, enfin voilà. Il y a ça dans les grandes écoles. Dans les universités, il y a quelque chose de différent. On prépare mieux à la recherche, par exemple, dans les universités que dans les grandes écoles. Donc les plus-values se situent des deux côtés. Dans les universités, il y a une forme de peut-être plus grande hétérogénéité des publics accueillis, qui est une richesse aussi, parce que c'est un bain culturel d'une certaine façon. Dans les universités, il y a une forme de tâtonnement parfois, c'est-à-dire de quête de soi-même. Peut-être qu'on sait plus ce qu'on veut faire quand on rentre dans une grande école que quand on est dans une université. Enfin, ça dépend pour qui, mais souvent. Mais c'est très bien ce tâtonnement, parce que c'est quand même bien de tenter une première année dans telle filière, puis finalement se dire je vais fréquenter des étudiants qui étaient dans une autre filière, et du coup ça m'a l'air de me convenir mieux. C'est très bien, ça participe de la formation et de la capacité à se forger son destin. Donc, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que, moi je ne suis pas pour la suppression d'un système par rapport à un autre, je pense que c'est bien que ça soit vite. 2, en revanche, j'étais extrêmement défavorable à la réforme Parcoursup, je vous le dis tout de suite, il n'en a pas été question ici, mais moi, toutes les réformes qui vont dans le sens justement très malthusien de dire ah ben, à l'université aussi, il ne faut pas que tout le monde puisse entrer, etc. Parce que regardez, le problème que ça pose, c'est un taux d'échec de, je ne sais plus, 60% en première année d'université. Moi, ce discours-là, je ne le supporte pas. Je pense que nous avons besoin d'avoir, c'est pas donc dans les grandes écoles, parce que les grandes écoles s'intègrent par concours, donc il y a bien un mécanisme de sélection, mais il faut bien qu'il y ait un autre système dans lequel on puisse entrer sans sélection, parce que sinon, ça veut dire que quand vous n'êtes pas admis dans aucun de ces systèmes, vous n'avez plus de solution pour poursuivre de l'enseignement supérieur. Or, ce qu'on a toujours oublié de dire dans les débats autour de Parcoursup, c'est que l'histoire des 60% d'étudiants qui échouent en première année à l'université, en fait, c'est exactement la même proportion d'élèves qui échouent dans les grandes écoles ou dans les classes prépa. Est-ce qu'on le sait, ça ou pas? Mais personne ne l'a mis sur le tapis. Peut-être que c'est justement un sujet de quête de soi-même, de ne pas être prêt à cet âge-là pour aller jusqu'au bout de la vocation qu'on s'était fixée.
Donc moi, je suis pour que l'université continue d'accueillir le plus largement possible et pour que les élèves continuent de s'y chercher, c'est bien normal, et je pense que la société peut leur offrir ça. Sur la question de la pratique du crétin digital, le numérique à l'école, etc. Oui, j'ai vu passer ce livre et honnêtement, je ne suis pas très très loin de ce que dit le livre. Hein. Je ne suis pas en opposition avec le livre, encore une fois. Je n'oublie pas que je suis mère de famille, même si souvent je remets en cause ce type d'expertise qui permet de parler de façon générale. Non, mes enfants ne sont pas des généralités, mais je veux dire, évidemment que les parents doivent faire super attention à l'utilisation par leurs enfants des écrans. Enfin, c'est une évidence. Évidemment qu'en dessous d'un certain âge, non, c'est pas bien d'avoir des écrans. Et non, il n'est pas du tout question de mettre des écrans en maternelle. Il n'y a jamais été question de ça. La question, en revanche, du codage, c'est-à-dire expliquer à des enfants, mais pas avec des écrans, hein, avec des Legos, hein, et que si tu mets tel et tel Lego l'un devant, l'autre à droite, etc., et ben, la petite voiturette, elle va suivre le chemin que tu lui as tracé. Ça, c'est des choses, en effet, qu'on explique en maternelle, qui ensuite implémente l'idée de codage algorithmique, etc. sur un ordinateur. Mais il va de soi qu'il faut y aller de façon progressive et que les écrans, c'est pas avant un certain âge et que c'est pas plus d'une certaine durée. C'est ce que dit la fabrique du crétin digital. Hein. C'est que, en gros, par exemple, on sait qu'au-delà d'une demi-heure d'écran par jour, ça brûle vraiment des neurones chez les enfants et ça, c'est clair qu'il faut y faire super attention. Mais personne ne dit qu'il faut faire une demi-heure par jour à l'école d'écran, hein. Même quand on met du programme numérique, on dit que c'est des temps beaucoup plus courts que ça. Bon. Investissement plus local dans l'éducation, en fait, il faut aller un petit peu vers ça, vous avez raison, parce qu'on voit bien que finalement, à l'échelle d'un établissement scolaire, à l'échelle d'un territoire, il y a des réalités qu'on peut plus prendre en compte, il y a des choses sur lesquelles on peut insister. Dans les cours d'histoire ou de géographie, on peut référer à l'histoire du département. Enfin, voilà, donc des choses très très particulières qui parleront plus aux élèves. Mais il faut toujours faire attention à ce qu'il y ait quand même une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Et donc c'est quand même important de veiller à conserver des programmes nationaux, des évaluations nationales, etc. Donc oui, pour une part d'autonomie des établissements scolaires, mais pas 100% non plus. Comme en Angleterre par exemple, qui est un vrai problème. Et ce que je pense des écoles de commerce, moi en fait de manière générale, enfin, votre question était plus facile, c'était par rapport à la tarification. Je n'ai pas de jugement à apporter sur les tarifs décidés par les établissements, mais moi, comme ex-pouvoir public et comme femme politique, le regard que je porte sur ça, c'est qu'il faut toujours qu'on veille, nous les pouvoirs publics, à ce que une certaine filière de formation, vous évoquez les écoles de commerce en l'occurrence, ne se développe pas uniquement sous une forme privée payante. Par exemple, pendant des années, on a un peu laissé tout ce qui était formation au concours de santé se développer essentiellement sous forme d'écoles privées payantes. Et donc, ça veut dire que en fait, les personnes qui voulaient préparer ça, quand elles n'en avaient pas les moyens, elles ne pouvaient pas. Donc nous, il faut toujours qu'on veille, qu'on se repose la question de la carte des formations chaque année, et c'est ce qu'on disait, à ce que l'enseignement supérieur public existe aussi pour offrir finalement l'équivalent, et après les gens choisissent, s'ils préfèrent être dans une école en payant, si leurs parents préfèrent cela, voilà, pourquoi pas. Mais je pense que ce choix, il est absolument indispensable pour ne pas créer d'exclusion de type. Voilà, je suis désolée, j'ai fait vite, en plus je crois que vous êtes aussi un peu pressés de rentrer dîner, donc merci beaucoup pour votre attention. Je vais rester assis quelques secondes, le temps que l'équipe de Chemin Débat vous amène dans la sortie. Ça va juste durer quelques secondes, le centre concentre avec madame Valois Becassem, et après vous pourrez sortir vers l'auditorium, les membres de Chemin Débat. Merci de rester assis quelques instants, s'il vous plaît. Merci.